Alors, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle conférence organisée par Bibouda. Alors, pour ceux d'entre vous qui suivez régulièrement les conférences de Bibouda, vous connaissez certainement Alain Huot. Et d'ailleurs, il était présent sur Bibouda, enfin sur les conférences début septembre pour une conférence sur le jeûne. Et alors, pour ceux par contre qui le découvrent, Alain Huot, donc bonsoir Alain. Bonsoir Emmanuel, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Alors, Alain est naturopathe, aromatologue et nutritionniste, entre autres, et également donc un spécialiste du jeûne, comme je viens de le dire. Il a d'ailleurs écrit un livre sur le jeûne qui est sorti début septembre, donc il y a un mois à peine. Et ce soir, donc, Alain nous propose un autre sujet. Donc, il est également spécialiste puisque ça parle des huiles essentielles. Et c'est un sujet qui nous intéresse beaucoup avec l'arrivée de l'automne. C'est comment renforcer son immunité. Et pour cela, il y a un organe en général discret dont on parle peu, qui arrive sur le devant de la scène, qui est l'intestin. Alors ce soir, Alain, tu nous proposes justement de découvrir cet organe, de mieux le comprendre et de comprendre en quoi les huiles essentielles peuvent aider justement à améliorer l'immunité. Tout à fait, Emmanuel. C'est vrai que l'intestin, si on retrace un petit peu son histoire, il a été souvent synonyme ou relié à le côté tabou, ne serait-ce que par sa fonction de tri, ça c'est l'intestin grêle, et d'évacuation, c'est le côlon, le gros intestin si vous préférez. Et donc dans notre culture, tout ce qui touche autour de l'intestin reste, on va dire, globalement tabou. En plus, il y a Sigmund Freud qui s'est rajouté, qui s'est réinvité à cette table-là, où il a expliqué que la phase anale correspondait aussi à une partie qui était taboue, donc il a renforcé un petit peu ce discours, renforçant aussi que dans la psychanalyse et même dans la psychologie globale, l'intestin était souvent en lien avec l'inconscient, c'est-à-dire tout ce qu'on veut enfouir. Alors le cerveau a besoin d'enfouir certains traumatismes pour pouvoir continuer à survivre, mais finalement, libérer aussi ce qui est enfoui dans les limbes de l'inconscient, ou si vous préférez, libérer aussi ce qui est enfoui dans la profondeur de l'intestin, toute cette matière fécale, toute cette matière entre guillemets sale, qui correspond la plupart du temps à nos propres déchets, ou simplement des déchets qui ont été éliminés et collectés par le foie, eh bien c'est quelque chose de fondamental. C'est en tous les cas ce dont je vais vous parler ce soir, un sujet qui m'est cher, comme le disait Emmanuel, en tant que praticien de santé, en tant que spécialiste des médecines naturelles et plus particulièrement investi sur la médecine de terrain, c'est-à-dire celle qui s'occupe de la cause plutôt que du symptôme, eh bien, il y a un organe noble et qui pour nous est fondamental, qui à prendre en compte, à prendre en charge, à écouter. Dans tout autre organe, c'est l'intestin. Voilà le cadre de notre conférence, de notre soirée qui nous réunit, chers amis, qui êtes déjà nombreux. Hein. Je me réjouis de voir qu'on a plus de 400 auditeurs déjà en ligne. Donc, c'est une très, très bonne nouvelle. C'est que vous sentez, vous pressentez, vous ressentez l'importance de s'occuper de cet organe-là. Alors, est-ce que tu peux justement nous en dire un petit peu plus donc, sur cet organe? Alors oui, peut-être on peut démarrer le diaporama, comme ça va lancer le sujet, puis un petit peu le fil conducteur du déroulé, si tu veux bien, Manuel. Donc, pour les auditeurs qui nous écoutent, il y a toujours un petit décalage. C'est la technique qui veut que, entre le moment où on parle du sujet et le diaporama, il y a un petit temps de décalage. C'est pas que Emmanuel est pas vive, c'est la technique. Hein. Donc voilà. Donc voilà la thématique, vous voyez s'afficher. Alors j'ai plus d'image. Est-ce que l'image est toujours présente, Emmanuel? Cela, j'ai juste le diaporama, ce qui est très bien. Mais est-ce qu'on continue à me voir un petit peu en vignette ou pas? En tous les cas, moi j'ai plus. Tu es présent. Bon, je me vois plus, mais j'ai pas besoin de me voir. Ce qui m'intéresse, enfin ce qui est plutôt important, c'est que ce soit vous qui me voyez. Donc l'intestin va être au cœur de la médecine, du corps et de l'esprit. Est-ce que là où je voulais continuer par rapport à ce qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est que justement, c'est un petit peu à l'encontre ou à l'inverse de ce qu'on a vu jusqu'à présent, jusqu'à il y a encore 1 ou 2 décennies, où le sujet de l'intestin était tabou, était mis, était rangé un petit peu au rang des organes, comment dirais-je, des organes pas très intéressants ou un peu tabous. Par contre, les neurosciences se sont invitées à la table de nouvelles découvertes et ont montré justement le lien entre ce système nerveux qu'on appelle entérique, en lien avec l'intestin, et le système nerveux central.
Les neurosciences montrent déjà depuis plus d'une décennie maintenant, de plus en plus investies, qu'il y a un lien direct de communication et ce lien est bilatéral. Dit autrement, quand j'ai des maux de ventre, quand j'ai des toxines qui se baladent, qui traînent un petit peu trop loin, quand j'ai des bactéries qui ne sont pas équilibrées, on en parlera un petit peu ce soir du microbiote. Microbiote, c'est la micropopulation, donc une population constituée d'êtres infiniment petits, unicellulaires, qui s'appellent des bactéries ou qui s'appellent des levures. Eh bien, je peux déjà vous le dire en avant-première, c'est que nous avons plus de bactéries dans l'intestin que de cellules dans le corps. Et j'aime bien rappeler ça parce que justement, ça nous permet d'avoir un discours peut-être un petit peu différent par rapport à la tolérance vis-à-vis des étrangers, ce qu'on appelle le racisme. Eh bien, c'est que la biologie ou la vie nous montre que c'est pas cohérent, c'est pas en cohérence, puisqu'on a plus d'étrangers dans son corps que des cellules qui appartiennent à notre propre identité, c'est-à-dire qui ont notre carte d'identité qu'on appelle le génome. Eh bien, ce microbiote aussi, quand il est déséquilibré, quand il ne fonctionne pas bien, eh bien, il peut y avoir des perturbations, et ces perturbations vont avoir un impact direct au niveau du système nerveux central, qu'on appelle le cerveau, le cervelet, la moelle épinière. Et le dialogue est dans les deux sens. Ça veut dire que quand j'ai des toxines, quand j'ai des problèmes d'équilibre de la flore intestinale, quand j'ai une perméabilité, une irritation, eh bien, j'ai des signaux de stress qui montent au niveau du cerveau. Alors, heureusement, je vous rassure, vous n'êtes pas conscient de l'ensemble de ces signaux. Autrement, la vie serait vraiment inconfortable, pour pas dire comment dirais-je, ouais, je cherche un synonyme d'insupportable, difficilement vivable en l'état. Mais une partie de ces signaux sont filtrés par le cerveau et nous renvoient une espèce de mal-être. Ça, c'est la première chose qu'on peut poser. La deuxième chose, on sait qu'il y a des neuromédiateurs qui ont des fonctions différentes, mais qui sont présents à la fois dans le cerveau. Je pense à la sérotonine, qui est l'hormone de la bonne humeur, et qui est également présent dans l'intestin. Alors, 95% de la sérotonine est fabriquée au niveau des neurones de l'intestin, parce qu'on a des neurones dans l'intestin. On en a, ce que nous disent les neuroscientifiques, près de 10 millions, ce qui est quand même pas neutre. Et ces 10 millions de neurones, simplement pour vous rappeler, ça correspond à peu près la quantité des neurones qu'a un chat. Et quand on voit l'intelligence d'un chat, et pour ceux qui sont comment dirais-je, en lien affectif avec ces animaux, vous me comprendrez, ce qui est mon cas, eh bien, il y a une grande intelligence derrière, eh bien, il y a une grande intelligence du système nerveux entérique. C'est important de le savoir parce que ce système nerveux a pour but de créer une autonomie au niveau de l'intestin. On n'est pas obligé de réfléchir à ce qui se passe, mais ce qu'ont découvert ces scientifiques, c'est justement ce lien dans les deux sens. Et à l'inverse, mais ça c'est plus connu du grand public, quand je ne suis pas bien dans ma tête, quand j'ai du stress, quand j'ai de l'anxiété, de la nervosité, eh bien je vais avoir un impact direct au niveau de mon système digestif. Ça peut toucher le foie, la vésicule, plus exactement la vésicule biliaire. Ça peut toucher également l'intestin grêle ou le gros intestin. Et c'est également le langage qu'utilisent les enfants qui ne sont pas encore en âge de verbaliser, de parler. Souvent, papa, maman, maman, papa, j'ai mal au ventre. Ils crient, ils font voir le ventre, et quand ils sont en âge de formuler, eh bien souvent, ça se passe à ce niveau-là. Eh bien, c'est juste pour nous rappeler justement cette interaction. Alors, un sujet qui me motive beaucoup, qui m'interpelle beaucoup et qui me passionne, c'est justement d'avoir une médecine globale. Et quand on parle de médecine globale, c'est celle qui prend en compte à la fois le corps, mais en même temps l'esprit. Eh bien, en parlant de l'intestin, on est au cœur de la médecine corps-esprit. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet qui s'affiche sur la diapositive, c'est que on parle ensemble, et si vous êtes là, c'est que le sujet vous intéresse, de médecine préventive et autocurative. Comme l'a rappelé Emmanuel, mon métier de base, même si derrière j'ai fait pas mal d'approfondissements dans différents domaines, mais mon métier de base, que j'ai appris il y a plus d'une trentaine d'années, c'est la naturopathie, l'hygiène de vie. Si vous préférez, je suis un héritier de la médecine hippocratique. Et Hippocrate plaçait l'intestin dans la priorité de la prise en charge du terrain ou de l'approche de la médecine globale pour ses patients. Donc, on n'a rien inventé de nouveau en tant que naturopathe, simplement, on puise dans notre science, notre art, dans les médecines traditionnelles. Et pour ceux qui s'intéressent plus aux médecines orientales qu'aux médecines occidentales, j'ai parlé d'Hippocrate, donc symbole de la médecine de l'Occident, père de la médecine occidentale, eh bien, le maître de sagesse, Bouddha, qui a eu pour quête de toute sa vie de trouver comment libérer la souffrance de l'être humain. Vous connaissez son histoire, il a vécu les deux extrêmes, la richesse extrême en tant qu'héritier d'un royaume dont son père et sa mère étaient le roi et la mère, la reine. Eh bien, il a
il est sorti de son milieu privilégié pour rencontrer la pauvreté, et voyant ça, il a dit, il faut libérer l'être humain de la souffrance. Et cet être de sagesse, un jour, on lui a demandé, mais qu'est-ce qu'un homme en bonne santé? Alors, il avait déjà cheminé, après avoir connu les deux extrêmes, il a trouvé et enseigné la voie du juste milieu à ses disciples, qui fait aujourd'hui un courant philosophique plus que spirituel. Il a répondu, c'est un homme dont l'intestin fonctionne bien. Alors, je pense que si ce maître de sagesse a enseigné ça à ses disciples, ça doit avoir du sens. Et si vous êtes plus en résonance avec la culture judéo-chrétienne, eh bien, sachez que le maître Jésus, un autre maître et un autre symbole de la sagesse, de la connaissance et un symbole, un archétype, on pourrait dire, enseignait déjà, ça c'est moins connu, dans les évangiles classiques, qu'on appelle les évangiles apostoliques, eh bien, il enseignait déjà l'art de nettoyer ses intestins. Il enseignait déjà, c'était un prélude au lavement, au nettoyage intestinal. Il expliquait à ses disciples que c'était important d'avoir un intestin propre, c'était important de le libérer de ses toxines, de ses toxiques, de ses poisons, parce que c'était là où naissaient tous les problèmes de santé physique. Il disait, c'est là aussi où Satan se cache, c'est-à-dire tous nos travers, tous nos dysfonctionnements au niveau psychologique. Voilà, pour situer un petit peu cette longue introduction et l'objectif de ce webinaire, puisqu'il est en lien avec une matière que j'affectionne particulièrement et pour lesquelles nombreuses et nombreux vous êtes également passionnés, vous nous avez rejoints ce soir, nous faites l'honneur d'être présents et je m'en réjouis puisque là on dépasse les 500 auditeurs en direct, super, c'est justement la place de l'aromathérapie dans ce paysage. Alors, par rapport à cette soirée, grand nombre d'entre vous entendent parler de plus en plus, les médias en parlent de plus en plus, de l'importance que revêtent les probiotiques ou ces bactéries qui vont nous servir à réensemencer. J'ai rien contre, j'utilise également moi-même cet outil dans le cadre de la nutrithérapie ou de la micronutrition pour agir sur l'intestin, mais dans une cohérence, et c'est dans ce sens-là qu'on va le voir, lorsqu'un jardinier arrive dans un potager ou un jardin qu'il a en charge de remettre en état, la première chose qu'il fait, c'est pas de réensemencer. Ça va être déjà de nettoyer, de purifier, et c'est seulement en dernière étape qu'il commencera à réensemencer. Donc, c'est ce qu'on va voir au cours de ce webinaire. Alors, quel est l'objet qui nous réunit? L'intestin, l'aromathérapie, l'immunité. Comme le rappelait Emmanuel à juste titre, on est en tous les cas au moment du direct, au moment où vous le regarderez, ce sera peut-être une autre saison, mais nous sommes, au moment où j'enregistre ce webinaire, je le diffuse en direct, nous sommes à l'entrée de l'automne. L'automne, c'est une saison intermédiaire, c'est une saison qui nous montre que le soleil et le jour et la nuit ont des durées à peu près équivalentes. On parle d'équinoxe automnal, mais qui va nous préparer à une autre saison à venir qui sera la saison hivernale. La saison hivernale se traduit dans les climats chez nous, dans notre latitude en France, par des climats plus froids, avec également une charge virale plus importante. Il faut savoir que les virus ont une meilleure résistance, se développent plus facilement, affectionnent plus particulièrement cette saison pour eux, c'est plus propice. Et en même temps, nous, on a un autre problème au niveau ORL, c'est-à-dire que notre arbre respiratoire a des petits cils qui sont tout le long, qui tapissent tout le long de l'arbre respiratoire, qui servent, on parle d'escalier, mais c'est une image, vous comprenez, comme un escalier mécanique qui va servir à éliminer les impuretés, que ce soit des particules, des poussières, mais également des pathogènes, des microbes et autres. Eh bien, ces cils vibratiles, tels qu'on les appelle, fonctionnent moins bien quand il fait froid, ils sont un peu rouillés, on va dire, et donc ça contribue aussi à être plus sensible à l'hiver. Alors souvent, en tous les cas, c'est ce que je rencontre régulièrement dans ma patientèle, des patientes et des patients qui viennent quand ils n'ont pas de problème particulier, quand je les suis depuis un certain temps, on a réglé les problèmes de fond, ils disent, bah voilà, ce qui m'intéresserait, monsieur Huot, aujourd'hui, ce serait de prévoir l'hiver, j'ai pas envie d'avoir une grippe, j'ai pas envie d'avoir un rhume, ou une sinusite qui traîne, ou pour moi ou pour mes enfants, qu'est-ce qu'on peut faire pour renforcer l'immunité, la rendre plus efficace? Alors, il y a tout un arsenal dans la médecine naturelle, mais la première chose que je fais, c'est celle dont on va parler ce soir, c'est pour ça que ça me semble être un sujet prioritaire, c'est de renforcer l'immunité en travaillant au niveau de l'intestin. Et ça, c'est un peu oublié, comme on le disait en préalable, c'est un peu le parent pauvre des médecines en général, et y compris des médecines naturelles, sauf que quand on reprend les médecines traditionnelles, c'est extrêmement présent. Donc l'immunité, je vais en parler un petit peu, je vais vous en dire deux mots, c'est qu'elle est équipée de certains outils pour justement se prémunir, garder son intégrité par rapport aux micro-organismes pathogènes.
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je vais faire tomber un tabou si besoin était, c'est que des pathogènes, il y en a partout. Des staphylocoques dorés, des différents virus ou autres mortels, il y en a dans tous les environnements. Vous en avez même sur la peau, vous en avez dans ce que vous mangez, pas forcément les plus mortels, mais il y a tous ces micro-organismes qui se promènent partout. Alors la solution, entre guillemets, américaine de vouloir tout aseptiser, ça connaît ses limites et aujourd'hui, ça pose même un vrai problème qui est bien connu des hospitaliers, peut-être des patients qui ont fait des séjours dans les hôpitaux, c'est qu'on tue les moins forts, mais les plus résistants restent. Et comme il y a une notion de compétition au niveau des micro-organismes, les plus résistants restants, ils vont se développer plus facilement et finalement, on va favoriser ce qu'on appelle la biorésistance ou la résistance aux pathogènes. Donc cette résistance qui fait qu'aujourd'hui, même nos antibiotiques les plus puissants n'arrivent plus à être actifs. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a beaucoup plus de morts en France à cause des maladies nosocomiales, c'est-à-dire des maladies issues de germes résistants ou multirésistants, que pour les accidents de la route. On est quand même sur des statistiques, si je parle sous couvert de ma mémoire, c'est de l'ordre de 30 000 personnes qui meurent à cause de ces maladies-là. Alors, on a des solutions par rapport à ça. Eh bien, la première solution, ça va être justement d'agir au niveau de la premier niveau de notre immunité. Alors, vous voyez sur la diapositive, si vous regardez avec l'image, que, en tous les cas, je vous l'explique. Autrement, si vous êtes que dans la partie sonore, vous écoutez ça en voiture ou dans un autre environnement, notre système immunitaire, il est constitué de 3 niveaux de défense. On peut faire des analogies avec l'armée où il y a les premières troupes, il y a les fantassins, etc. Et derrière, on a l'arrière-garde. Eh bien, la première façon de se protéger, c'est celle qui est le plus souvent oubliée par la médecine moderne, c'est justement cette notion de barrière mécanique. C'est quoi une barrière mécanique? Eh bien, c'est ce qui sépare le milieu extérieur du milieu intérieur. Alors, au niveau du système digestif, on a de l'extérieur qui passe dans l'intérieur, c'est-à-dire que la bouche, l'ouverture de l'extérieur rentre par la bouche, suit, mais c'est canalisé. Il y a la bouche, il y a l'œsophage, ensuite il y a l'estomac, il y a l'intestin grêle, il y a le côlon, et c'est évacué donc par le rectum. Mais entre les deux, on a une utilité qui est fondamentale, qui se passe au niveau de l'intestin grêle, c'est-à-dire qu'on a besoin de laisser rentrer de l'extérieur dans l'intérieur, c'est l'alimentation. Alors, comment fait-on ça? Bien justement, on va parler du grêle qui va être à l'honneur ce soir. C'est que c'est un filtre ou une membrane, plus qu'un filtre du reste, hyper sélectif, avec une perméabilité hyper sélective qui doit laisser passer que certains nutriments dont le corps a besoin pour se réparer, pour amener les matériaux énergétiques, etc., les vitamines, toute la partie nutritionnelle et micronutritionnelle. Et ce qui n'a pas besoin, ce qui est pathogène, il va devoir l'éliminer à travers le côlon qui va concentrer la matière fécale et l'éliminer ensuite dans les selles ou la matière fécale. Eh bien, on est au cœur de l'extérieur qui rentre dans l'intérieur. Donc, comprenez que ça va être la première porte d'entrée de pathogènes, que ce soit des résidus d'aliments qui ont mal été dégradés, et on verra l'importance aussi de dégrader ces aliments à travers une bonne mastication, à travers des respects de bonne quantité, à travers aussi des bons enzymes digestifs. On ne va pas trop développer ça, mais j'en dirai 2 mots, puisqu'on va rester au cœur de l'aromathérapie. Ça, c'est la première barrière. La deuxième barrière qui nous intéresse, on parlait des problèmes ORL, c'est la barrière respiratoire. Alors là, ce n'est pas des aliments dont on a besoin, c'est une autre forme de nourriture, plus gazeuse, c'est-à-dire c'est l'air, l'oxygène, l'azote, enfin tout ce que l'oxygénation. Et l'air rentre dans les poumons, doit pouvoir permettre d'amener l'oxygène indispensable pour la combustion de nos carburants, de nos nutriments, mais en même temps, elle doit filtrer les particules toxiques, et Dieu sait si on est exposé aux polluants environnementaux, filtrer également les poussières, les acariens, tout ce dont on est exposé. Alors la vraie question que je vous pose, parce que j'aimerais vous aider aussi à être interactif, même si vous pouvez me répondre que par le chat, on interagira tout à l'heure après cet exposé, c'est lorsque je suis allergique au pollen, aux acariens, quelle est la cause de tout ça? Lorsque je suis allergique à certains aliments, intolérant à certains aliments, quelle est la cause de tout ça? Eh bien, la cause commune, après ça va s'exprimer différemment, il y a un levier commun de tout ça, c'est qu'il y a un problème de barrière. Ensuite, je passe plus rapidement puisque c'est un peu moins l'objet de mon exposé ce soir, on a une deuxième ligne qui est ce qu'on appelle l'immunité acquise,
c'est-à-dire qui est innée, pardon. Donc l'immunité innée, on appelle également l'immunité non spécifique, c'est-à-dire que ça fait partie de notre patrimoine. Papa, maman, mon géniteur, ma génitrice m'ont donné dans ma génétique les moyens de me défendre par rapport à ces êtres étrangers ou ces pathogènes. Et on a un troisième niveau qui fait une spécialité dans la médecine qui s'appelle l'immunologie, la spécialité, et qui consiste à étudier un système extrêmement complexe, extrêmement sophistiqué, qui est l'immunité adaptative ou apprise. Et c'est l'importance d'être en contact avec des pathogènes, c'est l'importance d'être en contact avec certains germes qui va faire qu'il y a une éducation qui se passe au niveau du système immunitaire qui apprend. C'est pour ça que la survaccination est controversée en médecine de terrain, pas forcément contre toutes les vaccinations, mais controverser une survaccination parce qu'en fait, on va donner plein d'informations au système immunitaire, ce qui sur le plan intellectuel n'est pas inintéressant, mais quand on en met trop en même temps et trop jeune, eh bien, on va pas avoir justement cette éducation qui va être bien apprise. Et juste pour faire image avec ce point-là, il faut savoir que dans les milieux, dans les fermes, par exemple dans le milieu rural, où les enfants sont exposés à plus de pathogènes, il y a plus de bactéries à cause des animaux, des vaches à l'étable, des chevaux dans l'écurie ou des animaux aussi domestiques, ça marche, hein, ou des poules et autres, eh bien tous ces animaux véhiculent plus de bactéries, plus de pathogènes, eh bien les enfants qui sont, comment dirais-je, plus exposés à ce niveau-là auront une meilleure immunité et auront moins de problèmes immunitaires, dont l'allergie et les problèmes infectieux, ORL et autres à venir. Pourquoi? Parce qu'on a éduqué le système immunitaire, cette troisième ligne. Donc voilà schématiquement. Donc on peut regarder la diapo d'après si tu veux, Emmanuel. Ce qui va nous intéresser pour notre exposé, c'est de dire qu'est-ce qu'on peut faire. En fait, la médecine est très pointue, très efficace, a énormément de connaissances pour traiter la troisième ligne. C'est l'immunothérapie, c'est toutes ces thérapies nouvelles qui sont un peu plus anciennes, mais qui ont énormément évolué. Donc c'est super. Sauf que si on s'occupe de l'étape finale et qu'on oublie de s'occuper de la première, eh bien quelque part, on n'est pas en cohérence. Donc en médecine de terrain, nous, ce qui nous intéresse, c'est la cause de la cause, la cause initiale. Eh bien, on travaille toujours en priorité au niveau de la première barrière. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas s'occuper des autres, mais on va voir qu'il faut commencer par les fondations. C'est un peu comme le maçon, j'aime bien faire cette analogie. Lorsque je fais une maison, eh bien, je commence par mettre des bonnes fondations. Si j'ai un super bâtiment qui est magnifique, mais qui a des mauvaises fondations, ça ne sert à rien. Un jour ou l'autre, il va se fissurer ou se casser la figure. Eh bien, la chose à retenir et qui est vraiment fondamentale, c'est que la muqueuse ou celle qui fait le lien entre l'intérieur et l'extérieur, la plus importante de notre santé, et on va voir pour l'immunité, c'est la muqueuse intestinale. Donc, si le maître Bouddha, si Hippocrate, si Jésus, tous ces grands sages ou ces grands connaissants n'avaient pas forcément les outils qui nous permettent d'affirmer les choses de façon scientifique avec des mesures aujourd'hui, ils en avaient l'expérience, ils avaient déjà découvert ça en disant que la santé commence par l'intestin. Et moi qui suis formé en médecine fonctionnelle, c'est-à-dire celle qui s'occupe des fonctions et des causes en même temps, eh bien, ce qu'on apprend, mais en naturopathie, on apprend également la même chose, à savoir que quand il y a beaucoup de désordre chez un patient, chez une personne, qui ait des problèmes respiratoires, qui ait des problèmes immunitaires, qui ait des problèmes inflammatoires, des problèmes d'arthrose et tout, si l'intestin ne fonctionne pas bien, si la barrière intestinale n'est pas qualitative, eh bien, on s'occupe de ça en priorité. Même si la personne vient pour des problèmes de surcharge hépatique, etc., on va s'occuper de travailler sur l'intestin parce que c'est le premier rempart contre les pathogènes. Et le foie, souvent, subit ce qu'on appelle des dégâts collatéraux, à savoir qu'il devient exposé à beaucoup de toxiques, beaucoup de polluants, parce que la barrière n'est pas bonne. Donc, ça passe à travers cette barrière qui est perméable, poreuse, si vous préférez. Et à ce moment-là, le foie est le dernier rempart contre les pathogènes. Il va absorber, accumuler, mais lui, il subit des dégâts collatéraux. Et quand je rencontre ou quand j'ai en formation des ostéopathes, ou des éthiopathes, ou des gens qui font un travail sur le plan viscéral, qui sont capables de palper, ou des médecins bien évidemment, qui sont capables de palper un foie et de voir qu'il y a un foie congestionné, je leur dis pensez à interroger votre patient sur la fonctionnalité de son intestin, parce que le foie, bien sûr, il ne va pas bien, mais il subit peut-être simplement les dégâts. Donc voilà ce qu'on peut dire par rapport à cet intestin. Donc quand je parle de l'intestin, on va parler de l'intestin grêle, c'est-à-dire celui qui est juste en sortie de l'estomac. Eh bien cet intestin, il a à la fois une muqueuse, c'est-à-dire une cellule, on va voir, il y a une diapo qui va suivre après, mais en même temps, il y a un mucus, c'est un peu le mur et l'enduit qu'il y a dessus. On doit s'occuper des deux. Et quand je parle de mucus, c'est des connaissances assez récentes. Quand je me suis formé il y a déjà
un certain nombre d'années, pour ne pas dire de décennies, on ne parlait pas trop de la qualité du mucus, de l'intestin ou de l'arbre bronchique. C'est des choses qui sont venues après. Eh bien, aujourd'hui, c'est là où c'est intéressant, c'est que les progrès existent aussi dans la médecine fonctionnelle, dans la médecine de terrain, et s'enrichit ces médecines-là également de nouvelles découvertes. Et aujourd'hui, on sait que pour renforcer une barrière, il faut travailler sur les cellules, donc qui sont reliées les unes aux autres par des time junctions ou des jonctions serrées en français, de l'enduit qui revêt donc cette notion d'enduit, si vous préférez, de mucus, mais derrière, la micropopulation qui est entre les deux. Et on va voir qu'il y a un rôle très important, à la fois pour nourrir la muqueuse, pour fabriquer des vitamines, pour protéger, et qui travaille en coopération étroite avec notre intestin et notre immunité. On regarde la diapositive d'après. Et justement, qui vous décrit un petit peu cet intestin, où je vous indique, je vais mettre peut-être les lunettes de minute, parce que pour moi, ça affichait très petit, où je vous indique que l'intestin grêle a une longueur de 4 à 5 mètres. Alors, je voudrais juste faire une petite pause pour voir l'ingénieur qui a conçu cette mécanique qui est juste merveilleuse, la création qui est derrière tout ça, cette intelligence qui est tout ça, sur 4 à 5 mètres de longueur. C'est la longueur de l'intestin grêle qui est au milieu de la diapositive. Vous voyez en dessous, donc la partie en U, pour ceux qui voient la diapo, c'est le côlon qui lui fait à peu près 1,50 m, qui a un diamètre plus gros. Au milieu, on a les boyaux, pour faire métaphorique, ou parler de façon un petit peu plus triviale. Et ces boyaux, ces tripes, font à peu près 5 mètres de long sur un diamètre à peu près de 6 cm. Eh bien, est-ce que vous savez que cet ensemble-là arrive à faire une surface d'absorption qui représente la taille d'un terrain de tennis, 400 mètres carrés. Certaines littératures vont jusqu'à 1000 mètres carrés, mais même si on s'arrête à 400 mètres carrés, ça me va bien. Et comment on a réalisé, ou comment l'intelligence, ou le concepteur, ou le créateur, vous l'appelez comme vous voulez, ou moi j'aime bien le grand esprit, dans la terminologie amérindienne, a réussi à faire ça en faisant des villosités, donc des contournements, des micro-villosités, et on arrive à avoir une surface d'absorption extrêmement importante. Alors ça, c'est important de savoir parce qu'on est confronté, et j'entends ça régulièrement dans ma patientèle, peut-être que vous également, vous êtes concerné par rapport à ça, qui disent « je ne fixe pas le calcium, je ne fixe pas le magnésium, je ne fixe pas le fer, j'ai du mal à assimiler telle ou telle protéine ou tel acide aminé ». Eh bien, sachez que 99,99% des cas, ce n'est pas un problème de fixation, c'est un problème d'assimilation. Et l'assimilation, elle est conditionnée par plusieurs paramètres. Le premier, c'est une bonne mastication. Je salue, entre parenthèses, nos amis dentistes qui nous écoutent, et j'en connais quelques-uns qui nous suivent, qui en même temps pratiquent le jeûne en même temps, donc double salut. Eh bien, mais pour vous, tout un chacun qui m'écoute également, la première étape digestive, c'est la mastication. Si vous mastiquez mal, les macromolécules, c'est-à-dire ce que vous mangez, l'alimentation, ne va pas être dégradée suffisamment, va arriver au niveau de l'intestin grêle. Alors l'estomac, il va essayer de rattraper un petit peu ce qu'il peut, mais ce n'est pas son métier de découper. Il n'y a pas de dents dans l'estomac. Et donc, on n'est pas non plus des volatiles, on n'a pas un gésier qui va broyer à l'aide de petites pierres. Donc, notre travail doit se passer en bouche. L'estomac, lui, dénature, il brasse, il a d'autres fonctions. Et quand ça arrive à travers l'attaque des enzymes digestives, ensuite, ça doit être assimilé au niveau de l'intestin grêle. L'intestin grêle, si jamais les molécules sont pas suffisamment dégradées, eh bien, il ne va pas pouvoir assimiler. Donc, on peut avoir ce qu'il faut dans l'assiette et pour autant ne pas l'assimiler. Ça, c'est la première cause. Et la deuxième cause, on va voir si cet intestin n'est pas dans un bon environnement, qu'il y a des problèmes de fermentation, de putréfaction, des problèmes de perméabilité, eh bien, les nutriments qui doivent passer, on a une diapo qui va nous montrer ça tout à l'heure, passent pas. Et donc, retenez que la grande majorité, pour pas dire la quasi-totalité des problèmes, c'est pas un problème de fixation. Les transporteurs, derrière, l'intestin, il fonctionne bien. C'est la barrière intestinale qui fonctionne pas bien. Donc, si vous êtes carencé malgré ce que vous mettez dans l'assiette, interrogez-vous par rapport à cet intestin grêle. L'intestin grêle, vous voyez, mais c'est écrit en petit, donc je vous le rappelle ou je vous le lis, est également le siège de l'immunité. Donc, il y a même un terme anglo-saxon qui s'appelle le GALT. GALT, c'est GOLT, c'est l'intestin. Donc, c'est le système lymphoïde qu'on retrouve au niveau de l'intestin. Je vous fais la traduction. Eh bien, 60 à 70% de notre immunité est en regard avec l'intestin. Si vous avez bien suivi ce que j'ai dit au préalable, c'est cohérent. C'est le lieu de tous les dangers, c'est l'extérieur qui rentre dans l'intérieur de façon sélective, mais à un moment donné, il faut blinder les barrières mécaniquement, mais également mettre les armées derrière. Et donc là, on va trouver le deuxième et troisième niveau de l'immunité
qui est juste en lien connecté. On verra qu'il y a même des intelligences extraordinaires. Je peux vous le dire maintenant, c'est qu'on a des cellules qui sont des cellules dendritiques, qui sont des macrophages, qui sont des lymphocytes B, donc différentes lignées du système immunitaire qui ont pour fonction de présenter les antigènes. Alors, je m'arrête 2 minutes, c'est juste parce que je suis émerveillé depuis que je suis tout petit, et c'est pour ça que je fais ce métier aujourd'hui, parce que déjà tout petit, je me disais, mais c'est quoi cette main qui est derrière tout ça, qui organise tout ça? Quelle est cette intelligence? Alors certains l'appellent Dieu. Bon, c'est bien, moi Dieu c'est aussi connoté avec toute la religion et tout, donc des fois c'est pas confortable. Il y a des guerres de religion, donc ça me parlait pas trop. Par contre, cette intelligence ou cet grand esprit, ça me parlait. Eh bien, dans cet intestin grêle, on a des cellules qui ont pour fonction d'aller capter les antigènes, que ce soit des bactéries, des petits bouts de choses qui sont étrangères à l'être, donc il n'y a pas le génome, qui n'a pas été retiré le génome, donc notre carte d'identité, qui le prend. Donc ces cellules, on les appelle cellules présentatrices d'antigènes. C'est comme un petit périscope, elles passent la barrière intestinale, elles peuvent passer à travers les cellules de l'intestin et elles présentent à qui? À des cellules qui sont du 3e niveau, c'est-à-dire des cellules qui vont se former. C'est un peu nos futurs soldats qui sont à l'école militaire, qui apprennent justement ça c'est bon, ça c'est pas bon, et elles vont développer justement des substances chimiques ou une mémoire en même temps pour pouvoir repérer et agir quand il y a ce microbe, ce pathogène ou ce petit bout de bactéries qui se promènent. Donc vous voyez, c'est extrêmement sophistiqué. Retenez, parce que je suis allé un petit peu plus loin que prévu, j'avais dit à Emmanuel tout à l'heure, quand on préparait le webinaire, je dis bon, il va être assez court, on aura plein de temps pour les questions, mais là je suis mal parti, je suis un petit peu bavard, donc je vais essayer d'aller plus à l'essentiel. Même si c'est intéressant, je vais vous parler aussi des huiles essentielles, c'est le sujet qui nous réunit, mais là, on est au cœur de l'immunité. On est au cœur de l'immunité, 70% de l'immunité est en lien avec l'intestin. Donc vous comprenez bien que lorsqu'on a des problèmes immunitaires chroniques, je fais des sinusites chroniques, j'attrape dès qu'il y a un rhume, c'est pour moi. J'ai une grippe, tout le monde dans mon entourage, tout le monde n'a pas la grippe, mais moi je l'attrape, etc. Si vous êtes dans ce postulat ou dans cette situation-là, sachez que la première chose à faire, ça va être de bien suivre le webinaire jusqu'au bout et de travailler sur votre intestin. Allez, on accélère un petit peu parce que du coup, j'ai pris un petit peu de retard. Ce que j'indique sur cette diapositive, c'est exactement ce que j'ai dit au préalable. L'intestin doit constituer une véritable barrière pour les substances étrangères. Donc, on l'a vu. On peut passer à la diapo d'après. Je vous indique, je vous rappelle que l'immunité est révélée ici. Je rappelle aussi sur cette diapositive que lorsqu'on traite, on s'occupe avec des problèmes ORL, et c'est des exemples que j'ai pris au préalable, on pense souvent à notre barrière respiratoire, ce qui est une bonne idée. Quelqu'un qui a des problèmes d'allergie, qui réagit aux acariens, bien sûr, il va falloir renforcer cette barrière-là. Et ce que je dois vous dire maintenant, c'est qu'il y a une muqueuse qui pilote l'ensemble des autres muqueuses, donc que ce soit la muqueuse respiratoire, muqueuse vaginale pour vous mesdames, et autres muqueuses. Donc cette ORL, je l'ai dit, la muqueuse pilote, c'est l'intestin. Donc il est vraiment important de prioriser le travail au niveau de l'intestin. Donc s'il faut que vous reteniez, c'est ce qui est indiqué en bas sur cette diapositive. Si vous voulez faire un travail de prévention, la première question à vous poser, c'est est-ce que mon intestin fonctionne bien? Est-ce que je suis sujet à des ballonnements, à des gaz, des irritations, des constipations, des diarrhées? C'est de ça dont on parle. Et à ce moment-là, la priorité, des priorités, bien sûr, vous allez pouvoir prendre de la vitamine C, de la vitamine D3, etc. Éventuellement quelques plantes qui agissent pour booster l'immunité, telles que l'échinacée, pour n'en citer que quelques exemples. Mais la cause des causes, le travail initial, c'est l'intestin. Il faut que tu coupes le micro si tu veux, Emmanuel. Voilà. Donc ça, c'est juste une petite diapo pour nous rappeler que l'intestin, il fonctionne tout seul. Enfin, c'est pas que l'intestin, c'est tout le système digestif qui s'affiche. Il fonctionne tout seul. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de penser à ouvrir le pylore au niveau de l'estomac. Vous n'êtes pas obligé à dire à la vésicule biliaire, envoie de la bile, il y a du gras, il faut émulsionner pour digérer. Vous n'avez pas besoin à dire à votre intestin, allez, fais transiter, je veux que ça s'élimine. Non, tout ça, c'est piloté en automatique. Par quoi? Par un système nerveux entérique. Ça, je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais ce que je montre sur cette diapositive, pour lequel il y a des droits de copyright, donc je vous demande, gardez-les pour vous, mais surtout de grâce, ne mettez pas ça sur Internet parce qu'il y a un copyright qui m'appartient. Voilà, j'ai payé pour faire ces diapos, donc respectez-le, s'il vous plaît. Merci. Eh bien, cet intestin, ce système digestif, il est piloté également par notre système nerveux qu'on appelle autonome ou végétatif, et celui-ci, il est en lien direct avec le stress. Donc, ça veut dire que quand je suis stressé,
je perturbe mon système digestif à travers le cerveau, qui communique entre eux, on l'a dit tout à l'heure, mais également à travers mon système nerveux autonome. Et petit clin d'œil par rapport à la mastication dont j'évoquais tout à l'heure l'importance pour une bonne digestion, le parasympathique, qui est de façon schématique la branche du système nerveux autonome qui permet de ralentir, eh bien, étant que c'est lui qui pilote la digestion, et comme par hasard, comme la vie est bien faite, lorsque je mastique bien, la mastication active mon parasympathique. Donc, il y a une importance également sur la mastication en tant que commande nerveuse pour piloter la digestion. Alors, on regarde la suite. Emmanuel est parti faire une petite sieste. Il ne nous entend plus. Elle s'est trompée, elle a dû couper le haut-parleur, le couper le micro. Si, non, voilà, c'est bon. Je plaisante, je la taquine, je vois que la souris bouge, donc elle ne doit pas être loin. Bon, je vais avancer un petit peu, c'est pas grave. Je vais prendre non pas la main sur le diaporama parce que je ne l'ai pas. Ah, c'est bon. Non, ça bloque. Alain, est-ce que tu la vois là? Parce que là, en fait, moi, je la vois depuis le début. Ça fait déjà bien quelques minutes qu'elle y est là. Hyperperméabilité intestinale. Oui. Ah, pardon, je ne l'avais pas. Autant pour moi. Oui, c'est chez moi que ça a bugué. Je sais pas, je l'avais pas. Ah, autant pour moi. Alors, parfait. Donc, on a la bonne diapo. Merci, Emmanuel. Donc là, c'est une diapo qui est extrêmement importante, qui nous montre de façon schématique, mais assez précise, comment fonctionne cette barrière. Donc, la barrière intestinale, c'est du papier de soie. C'est quelques dizaines de microns. Imaginez un papier de soie, un papier à cigarette, même encore plus fin. Donc, c'est une couche de monocellules. Donc, vous voyez sur la partie verte, c'est ce qu'on appelle la barrière. Cette barrière, donc, ce sont des cellules d'une seule couche. Elles ont quelques caractéristiques que j'aime rappeler par rapport à ça. Elles sont reliées les unes avec les autres par des jonctions serrées. Et elles ont une polarité, c'est-à-dire qu'il y a un pôle basal et un pôle apical. Et donc, au milieu, c'est la lumière intestinale, c'est là où les aliments passent. Donc, ces cellules se renouvellent régulièrement, toutes les 3 jours environ, toutes les 72 heures. Et quand on a un intestin qui est irrité, parce qu'on mange des aliments ultra transformés, parce qu'on est en contact avec beaucoup de polluants ou de substances étrangères à la vie qui s'appellent les xénobiotiques, dont les médicaments font partie. Alors, je ne suis pas contre les médicaments, mais trop de médicaments va avoir des effets délétères contre l'intestin. On le sait pour les antibiotiques, mais vous voyez que c'est indiqué en bas, vous ne le voyez peut-être pas, mais j'ai indiqué les corticoïdes, les anti-inflammatoires, l'alimentation industrielle, hyper raffinée, ce que je viens de dire, le sport intensif. On sait que les gens qui font de l'ultra-trail ou des sports trop intensifs, eh bien, on a un autre problème, c'est que l'intestin n'est pas perfusé, le sang est dans les muscles, l'intestin n'est pas perfusé, et comme il est mal nourri, il va également avoir des petits problèmes. Eh bien, sur la partie gauche de la diapositive, quand on a un intestin qui fonctionne bien, la vie est bien faite, il y a une bonne polarisation, on a les microvillosités que vous voyez à l'intérieur dans la lumière intestinale. À ce moment-là, ça fait barrière au niveau des antigènes, donc c'est-à-dire les polluants, les virus, les bactéries, des résidus d'aliments qui sont encore là, qui pourraient créer des réactions allergiques qu'on appelle des antigènes. Ça fait barrière et les nutriments, soit ils passent directement entre deux cellules, soit il y a des transporteurs qui viennent les chercher, qui les transportent. Donc on a tout un tas de transporteurs. On ne rentre pas dans le détail. Le problème, et ça c'est en lien aussi avec le microbiote, c'est-à-dire que nos bactéries intestinales ont un rôle à ce niveau-là de nourrir les cellules, de protéger les cellules. Si il y a donc les paramètres qu'on a vus préalablement, c'est-à-dire une alimentation hyper raffinée, trop de médicaments, trop de substances étrangères, un microbiote qui est déséquilibré, dont le terme scientifique s'appelle la dysbiose, eh bien, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Eh bien, on va se retrouver sur la partie droite de la diapositive, c'est-à-dire qu'il va y avoir les cellules qui vont commencer à ne plus être bien jointes, donc on va avoir des ruptures, des jonctions serrées, on va avoir des problèmes inflammatoires qui se caractérisent symboliquement par le rouge, et ce problème inflammatoire va créer des passages possibles justement de tous les polluants. Et donc vous comprenez que quand je vous dis que la santé commence par l'intestin, c'est sûr que si on laisse passer des antigènes, des bactéries, des virus, on va faire travailler énormément le système immunitaire qui va s'épuiser, puis à un moment donné, il ne pourra plus faire le job. Donc ça, c'est la première chose. Mais en même temps, on va créer de l'inflammation parce que la première réaction que fait le corps pour réagir quand il y a des étrangers qui passent, il crée de l'inflammation. Et cette inflammation de la muqueuse intestinale va faire que les cellules vont se renouveler plus vite parce que du coup, elles ne peuvent pas supporter ce terrain, ce feu, si vous préférez. Et comme elles se renouvellent plus vite, en une journée ou 2 journées, elles n'arrivent pas à la polarisation. Et à ce moment-là, les petits bouts, vous voyez, les
villosité au bout, n'arrive pas à maturité, et là, on se retrouve avec des problèmes d'absorption, c'est-à-dire que ce qui doit être absorbé n'est plus absorbé. Et voilà l'illustration de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Pour avoir une bonne absorption et donc pas avoir de carence nutritionnelle pour peu qu'on mette ce qu'il faut dans l'assiette, il faut aussi un intestin qui fonctionne bien. Donc ça, c'est un point vraiment important. Alors, on va enchaîner, si tu veux, Emmanuel, et voir justement que là, maintenant, on va parler du gros intestin 2 secondes, parce que vous allez voir qu'on va parler de ça en priorité en aroma. Alors, il y a plein de choses qu'on peut aborder en aroma, mais rien que sur l'intestin, il y a déjà plein de choses à dire. Le côlon est constitué de 3 parties, on va faire simple. Une partie qu'on appelle le côlon ascendant, donc qui est relié par l'anse iléocécal. Donc au niveau, donc la sortie du grêle se déverse au niveau du cécum, donc sur la partie droite quand vous touchez votre ventre, hein, sur la droite à vous et donc sur la gauche de la diapo, parce que c'est comme si vous aviez la personne face à vous. Et à ce moment-là, on a ce qu'on appelle le côlon ascendant. Eh bien, ce côlon ascendant, il a un rôle important dans la digestion, beaucoup moins impliqué, comme c'était marqué préalablement dans le système immunitaire, mais lui, il est important parce qu'il contribue à finir la digestion. Et entre autres, les fermentations, avec l'aide de quelques bactéries, permettent de finir la digestion des sucres, donc des glucides, mais également des fibres. Donc, on va avoir dans cette partie-là ce qu'on appelle une flore de fermentation qui contribue à finir la digestion des glucides. Et on a, pour ce faire, un pH légèrement acide. On a ensuite un côlon transverse qui, lui, revêt sur sa première moitié une flore de fermentation. Sur l'autre moitié, c'est-à-dire sur la droite de la diapo ou sur votre gauche à vous, eh bien, on a ce qu'on appelle le côlon ascendant qui va se terminer ensuite par le rectum, l'ampoule rectale et l'anus. Eh bien, celui-ci a un rôle fondamental également dans la digestion. Il contribue à finir à dégrader les protéines en tout genre, animal ou végétal, hein. Donc il contribue à dégrader les différentes protéines, et lui, il a ce qu'on appelle, dans le jargon médical, une flore, ou en nutrition, une flore de putréfaction, donc il va continuer à faire putréfier, donc dégrader, désaminer, retirer certaines parties des amines au niveau des acides aminés, justement, et il a un rôle fondamental dans la dégradation et la fin de digestion et l'élimination des déchets des protéines. Donc ça, c'est important, parce qu'on va voir que si on veut traiter l'intestin, il faut renforcer la barrière, il faut équilibrer le microbiote, mais il faut également, et c'est peut-être même le premier travail à faire, c'est là où on va aborder l'aromathérapie, il faut s'occuper également de nettoyer et assainir l'intestin. S'il y a trop de fermentation, c'est pas bon. S'il y a trop de putréfaction, c'est pas bon. On doit avoir un intestin qui, normalement, quand il fonctionne bien, doit éliminer tous les jours. On mange tous les jours, on doit éliminer tous les jours. Et en même temps, on doit pouvoir fermenter les aliments sans avoir des ballonnements, des gaz non odorants, c'est comme ça qu'on les repère, ou sans avoir des excès de putréfaction, c'est ce qu'on appelle des gaz malodorants. Donc ça, c'est extrêmement important. Allez, on avance et on rentre dans le sujet de l'aroma. Alors, comment on va faire pour justement traiter ça? Eh bien, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'en aromathérapie, on a des armes, des outils extrêmement intéressants pour lutter contre l'excès de putréfaction, c'est-à-dire que ça se traduit par des sels malodorantes, mais également des gaz malodorants, ça c'est au niveau clinique, mais on a également des outils extrêmement efficaces et puissants pour lutter contre les fermentations, c'est-à-dire beaucoup de gaz. Alors ça, des fois, ça ne se traduit pas forcément par des gaz. On a des personnes qui ballonnent, et ça, comme on le voit, dès que j'ai fini de manger, il faut que je dégrafe mon pantalon ou ma jupe d'un ou deux crans, parce que l'air est fabriqué, donc il y a des bactéries, comme un peu les bactéries qu'on utilise pour faire gonfler le pain ou pour faire fermenter le sucre et faire ou de l'alcool ou du vinaigre ou des légumes lactofermentés. Donc, ce sont des bactéries qui sont à l'œuvre et ça fait des gaz. Ça, quand on fait du kéfir de fruits, par exemple, il y a plein de bulles et si on ne les laisse pas s'évacuer, ça s'en va. Et à ce moment-là, donc, on revient, je ne sais pas pourquoi tu es revenu en arrière, là, il fallait rester sur la diapo avec l'aroma. Non, dans l'autre sens. Dans le sens, voilà. Et donc, on a ces huiles essentielles qui vont nous permettre justement d'éliminer les gaz. Soit déjà vous avez des gaz, mais dans d'autres cas on ballonne, il faut éliminer. Donc grâce aux huiles essentielles, on va pouvoir agir sur le déséquilibre de la flore intestinale, parce que s'il y a ces flores en excès, ça veut dire qu'on a un déséquilibre. S'il y a trop de fermentation, normalement la vie c'est un équilibre entre les deux, sans excès, ce qui se traduit au niveau clinique par justement pas de ballonnement, transit quotidien et pas ou peu de gaz, sauf si vous mangez trop d'aliments fermentatifs, comme par exemple les fibres des lentilles, les oignons, etc. Hein. On va pouvoir également avoir une action directe ou indirecte sur le SI, qui est l'acronyme de syndrome de l'intestin irritable, mais on va également pouvoir avoir une action et un rôle sur l'hyperméabilité intestinale, sous son acronyme HPI. Donc, on a plein de choses à faire. Et comme ça, la santé commence par là, j'ai souhaité parler de ça cette soirée.
Alors, comment on fait pour désinfecter, un peu comme le jardinier, avant de réensemencer, on nettoie. Comment fait-on? Eh bien, on a une huile essentielle dans notre arsenal aromathérapie que vous connaissez, si vous intéressez déjà à l'aromathérapie, grand nombre d'entre vous la connaissent, mais peu savent, en tous les cas, jusqu'à où elle peut aller, ou sa puissance, son efficacité dans la lutte contre les putréfactions. Putréfaction, je vous rappelle, c'est quand on arrive mal à dégrader les protéines, alors soit parce qu'on en mange trop, soit parce qu'on mastique mal, soit parce qu'on est sous antiacides, ce qu'on appelle dans le jargon médical les inhibiteurs de pompe à protons. Hein, et donc, ces médicaments-là ont pour fonction d'éviter les reflux gastriques, et donc les brûlures de l'œsophage ou même les gastrites, donc de l'estomac, qui peuvent amener à un ulcère. Donc, ça marche très bien. C'est très efficace d'un point de vue symptomatique, sauf que l'acide chlorhydrique, il sert à dénaturer les protéines, et donc c'est une étape digestive fondamentale. Donc, prendre des antiacides ponctuellement, pourquoi pas, mais au long cours, ça va poser inéluctablement un problème dans la dégradation des protéines. Et ça, c'est un problème important à savoir. Autre point à savoir, qui est fondamental aussi, c'est que plus on prend des années et moins on fabrique de l'acide chlorhydrique. On appelle ça, il y a même un terme dans la médecine qui s'appelle l'hypochlorhydrie fonctionnelle. C'est-à-dire que c'est la fonction qui est due à l'âge. Donc, dit autrement, les personnes âgées, très âgées, digèrent moins bien la viande et naturellement, en général, elles sont moins attirées, elles en mangent moins, c'est physiologique. Mais néanmoins, donc, les personnes concernées sont plus vulnérables au niveau des putréfactions. Alors, celle qui est la plus efficace, je présente, c'est l'origan compact, Origanum compactum. Cet origan, il y a l'origan de Grèce aussi, Origanum heracleoticum, qui marche très très bien, mais qui est tellement puissant, je préfère limiter mon champ à l'origan compact, en plus qui est plus facile à trouver et qui existe même sous forme de capsules à 75 mg dosées. Hein. Je ne fais pas de publicité, mais ça s'appelle Oleocaps numéro 1 dans un certain laboratoire, ce sont des capsules d'origan. Alors cet origan a énormément de vertus, mais il a quand même des contre-indications et des limites d'utilisation. La première, c'est qu'il est tellement puissant que les enfants de moins de 7 ans ne peuvent pas bien l'éliminer et donc il va être hépatotoxique. Le deuxième, c'est qu'il est dermocaustique, c'est-à-dire qu'il brûle la peau, mais aussi les mucosités. Donc, on ne l'utilise qu'à partir de 7 ans. On évite chez les enfants de moins de 7 ans, chez la femme enceinte également, bien évidemment. Et on ne l'utilise jamais pur, on le dilue à maximum 20% d'huile essentielle pour 80% d'huile végétale, ou plus, mais c'est un maximum les 20%, pour éviter de brûler le tube digestif. En dehors de ça, en dehors de ces contre-indications, sachez qu'à dose physiologique, c'est l'anti-infectieux le plus puissant qui existe dans la pharmacopée en aromathérapie. Donc, il lutte contre les bactéries, il lutte contre les virus, il lutte contre les levures, il lutte contre les champignons ou les candidats, si vous préférez, et contre les parasites. Donc, on n'a pas de meilleure arme. Dans la pharmacopée allopathique, on a des antibactériens, des antifongiques, etc. Mais on n'a pas dans la même molécule, mais là, on ne parle pas d'une molécule, on parle d'un pool moléculaire, quelque chose d'aussi complet. Donc, large spectre. Et en plus, et ça c'est documenté scientifiquement, c'est-à-dire qu'il va renforcer la barrière intestinale parce qu'il l'assainit, mais en plus il agit, il est eubiotique et non pas antibiotique, c'est-à-dire qui va dans le sens de la vie et donc il va également avoir une action de renforcement de la barrière intestinale. Donc c'est le plus précieux et on va voir, on va le retrouver, il est tellement précieux qu'on va le retrouver à la fois pour lutter contre les infections, les putréfactions, pardon, et également contre les fermentations. Alors on regarde après. Non, je disais une bêtise, on pourrait le mettre pour les putréfactions, mais j'ai fait un autre choix. Deuxième, qui nous intéresse, huile essentielle pour lutter contre les putréfactions, extrêmement puissant, extrêmement efficace et qui est synergique. Ce qu'on appelle une synergie en médecine, c'est 1 + 1 = 3. Ce n'est pas 1 + 1 = 2, c'est-à-dire que quand j'additionne l'origan et la cannelle, j'ai une action supplémentaire si je prenais l'origan plus la cannelle. Pourquoi? Parce que ce sont des familles moléculaires différentes. La cannelle fait partie de ce qu'on appelle les aldéhydes aromatiques, qui revêt également une contre-indication pour les enfants de moins de 5 ans de la femme enceinte. Il est trop puissant, donc il n'est pas forcément autant hépatotoxique que les phénols le sont tels que l'origan, mais il est trop puissant, donc on évite. Et également, à l'instar de l'origan, qui fait partie de la famille des phénols, il est tellement puissant qu'on ne l'utilise pas pur, il faut le diluer, et on va mettre maximum 10% d'huile essentielle de cannelle avec 90% soit d'autres huiles essentielles, soit de l'huile végétale, parce que autrement on va également brûler le tube digestif et les muqueuses. L'huile a à la fois
une action anti-infectieuse à large spectre, mais il va être plus puissant sur certaines bactéries, l'origan sur d'autres. Donc, quand on associe les deux, on a le plus large spectre possible pour lutter contre les putréfactions. J'aimerais juste dire 2 mots sur ces problèmes de putréfaction qui sont souvent méconnus du grand public. On dit, ouais, j'ai des gaz réguliers, ça sent pas bon, c'est pas très confortable d'un point de vue social, certes, mais ça va bien au-delà de ça. Il y a des études qui ont montré que les problèmes de putréfaction chronique, qui étaient liés à des problèmes de désamination, c'est-à-dire que ces molécules, ces amines, vont se combiner avec d'autres substances et est à l'origine de substances oncogènes. Donc, dit autrement, on augmente ses chances d'avoir des cancers colorectaux quand on a une flore de putréfaction durable. Donc là, on est à la fois dans le curatif, mais ça vaut le coup, si vous êtes concerné, de faire un nettoyage assez régulièrement pour pouvoir justement limiter les risques et faire de la médecine préventive au-delà du confort que de lutter et au-delà de l'immunité. Donc, voilà ce qu'on peut dire. Et on verra que la cannelle, elle est à la fois antiputride et antifermentative, c'est-à-dire qu'elle lutte contre l'excès de flore de fermentation, gaz malodorant, sel malodorante, et en même temps fermentation, ballonnement et gaz, peu ou pas odorant. Troisième huile essentielle qui nous intéresse par rapport à la lutte contre la putréfaction. Là, on est vraiment dans un travail basique que je fais régulièrement, j'allais dire tous les jours ou quasiment tous les jours. Quand j'ai des patientes et des patients qui viennent avec des problèmes dans mon anamnèse, je commence toujours par poser des questions, quelle que soit la raison pour laquelle la personne vient. Elle vient pour un problème de dépression nerveuse chronique, elle vient pour des douleurs rhumatismales. J'ai déjà commencé à regarder qu'est-ce qui se passe au niveau de l'intestin. Donc, si je vous parle de ça, c'est dans ce sens-là qu'il faut regarder pour vous aussi dans votre santé. Menthe poivrée. Alors, la menthe poivrée revêt également une contre-indication pour d'autres raisons que celles qu'on a vues préalablement. C'est parce qu'elle contient un alcool, donc qui est le menthol. L'alcool est extrêmement précieux, c'est un bel anti-infectieux également, mais elle contient également des cétones qui nous intéressent dans le cas des problèmes intestinaux parce que c'est un antiparasitaire, donc on peut lutter aussi contre des parasites qui viendraient s'inviter dans l'intestin, c'est là où ils sont hébergés. Je pense aux ascaris, je pense également aux ossures, et peut-être aux ténias, et ça peut concerner certaines personnes. Eh bien, la menthe poivrée, on ne peut pas l'administrer chez un enfant de moins de 3 ans, j'ai mis 30 mois pour être plus précis, ou chez la femme enceinte, parce que les cétones ont une certaine toxicité au niveau du système nerveux. Ce qui m'intéresse dans la menthe poivrée, c'est qu'elle va avoir une action anti-infectieuse plus ciblée sur certaines autres choses, donc elle va compléter, elle n'est pas aussi puissante que les 2 premières, mais elle va venir compléter son travail. Et ce qui est intéressant, c'est ce que ne font pas les 2 premières huiles essentielles que j'ai évoquées, c'est que c'est un super antalgique. Et quand on a des problèmes intestinaux, ça fait mal. Avoir un antalgique en aroma, c'est quand même extrêmement précieux. Elle est également anti-inflammatoire et donc elle est très complète à ce niveau-là. Quatrième et dernière huile essentielle qui nous intéresse, alors j'ai sélectionné les plus importantes, on pourrait faire d'autres formules, mais là, pour moi, j'ai pris celles qui me semblent les plus efficaces selon mon expérience et également selon la littérature. Quatrième, c'est le laurier noble. Alors, le laurier noble, elle a une composition moléculaire extrêmement complexe qui n'a d'égal que son champ d'action qui est extrêmement large. On peut l'utiliser en tant qu'anti-infectieux, c'est un super antalgique. Elle a également des vertus antispasmodiques pour les spécialistes qui m'écoutent parce qu'elle contient des esters. Elle est antiputride également. Elle évite, du reste, c'est pas un hasard si on met du laurier dans le pot-au-feu, dans différentes cuisines, c'est justement parce que les anciens s'étaient rendus compte de ces vertus-là et donc ont limité les problèmes de fermentation, de putréfaction, dans l'alimentation. Donc, extrêmement intéressant. Et elle est antifongique. Donc, elle va vraiment compléter. Donc, le laurier régénère aussi. Il a une action, je ne l'ai pas mis sur la diapo, il n'y a plus assez de place. Elle régénère les tissus. Et donc, quand l'intestin commence à être un peu dégradé, que la muqueuse n'est plus en bon état, que les entérocytes commencent à être un peu abîmés par de l'inflammation, non seulement on va avoir une action nettoyante, antalgique, qui complète l'action de la menthe poivrée, mais en même temps, elle lutte contre les champignons et elle régénère la flore et également la muqueuse intestinale. Alors, comment utiliser tout ça? Une petite formule que je vous livre, qui est sur la diapo d'après. Alors, formule maison, parce que vous pouvez le faire préparer par un pharmacien, mais je l'ai fait dans un cadre d'usage personnel, familial. Eh bien, je vais raisonner non par milligrammes, que les pharmaciens qui m'écoutent me pardonnent, mais plutôt en gouttes, sachant qu'une goutte, grosso modo, il y a à peu près une trentaine de gouttes dans un millilitre, donc sur des flacons, après à vérifier quand même. Mais grosso modo, même s'il y avait 10-20% d'écart, ce n'est pas dramatique sur les dosages où nous sommes. Donc là, je vous propose un dosage
on va dire, tranquille. C'est-à-dire qu'on peut utiliser, même à partir de 7-8 ans, on verra, je vous dirai 2 mots, on peut aller un petit peu au-delà de ce que je propose là, mais là, il faut une appréciation ou être déjà formé en aroma ou avoir un avis d'un praticien formé en aromathérapie qu'on appelle aromathérapeute ou aromatologue comme moi quand on n'est pas médecin. Donc là, je propose 2 gouttes d'origan, 1 goutte de cannelle, 1 goutte de menthe poivrée, 1 goutte de laurier. On n'utilise pas ça pur, on le dilue dans quoi? On le dilue dans un petit peu d'huile végétale, une cuillère à café d'huile végétale, d'huile d'olive ou autre, ce que vous avez sous le coude, c'est pas le plus important. Et le dosage tranquille, on serait plus sur du préventif, on dirait où il y a un petit peu les désordres qui arrivent. Je prends moitié le matin, moitié le soir, je peux le prendre au repas, ça pose aucun problème. L'aroma, c'est pas comme la phyto, on n'est pas obligé de le prendre en dehors des repas. Si on est sur des troubles un peu plus marqués, et en appréciant, là voilà, peut-être en ayant quelques connaissances pour bien apprécier, on pourrait faire cette dose-là matin et soir. Là, je ne veux pas trop rentrer dans le détail parce que là, ce seraient des cas individuels. Donc, bien sûr, contre-indication inhérente à la composition aux enfants de moins de 7 ans à cause des phénols, à cause de la menthe poivrée, à cause de la cannelle. Ça, c'est pour lutter contre les putréfactions. Alors, je vais aller un petit peu plus vite parce qu'on va retrouver 2 huiles essentielles de la même formule pour les fermentations, mais on en rajoute de nouvelles. La nouvelle qui s'invite pour lutter contre les fermentations, ballonnement, gaz. Alors, il y avait une question que j'ai vu passer tout à l'heure qui était quand j'ai des éruptations, quand j'ai des ballonnements, ben oui, ce serait adopté par rapport à ça. Au-delà du fait qu'il y a peut-être un peu d'aérophagie ou d'aérocolie, hein, mais c'est de l'air. Mais l'air, donc, ne pas parler en mangeant, en général, on le sait. Bien mastiquer, en général, on le sait. Si vous avez évacué ça, évitez de trop boire pendant le repas parce que ça dilue les sucs digestifs. On boit quand l'estomac est vide. C'est là où on a le meilleur bénéfice pour utiliser l'eau dans ses fonctions nettoyantes. Mais si ça s'est réglé et qu'il y a toujours ces problèmes-là, même avant de prendre des probiotiques, et je le reprécise, avant de prendre des probiotiques et des probiotiques et des prébiotiques, la première chose à faire, c'est nettoyer. Ce qui n'empêche pas d'en prendre en même temps, ou souvent, moi, je préfère un petit peu en décalé, je nettoie, j'ensemence. Eh bien, j'utilise une huile essentielle pas très diffusée en aromathérapie, mais par contre bien connue de la pharmacopée ayurvédique, les graines de cumin, qu'on retrouve dans la choucroute, s'il y a des Alsaciens qui nous écoutent, qu'on retrouve également dans toutes les ordonnances qui sont intégrées dans l'alimentation indienne, qui utilisent beaucoup les graines chaudes, dont le cumin fait partie. Eh bien, le cumin contient une molécule particulière qui s'appelle le cuminal, et le cuminal a des vertus extraordinaires, anti-inflammatoires, antalgiques, également carminatifs. Carminatif, c'est le terme médical qu'on utilise pour dire on élimine les gaz, les aérocolies, l'air qui est dans le système digestif et on assainit les bactéries. Donc quand on fait ça, on sélectionne les bactéries qui sont bonnes, elles restent. Et ça, c'est vraiment extrêmement intéressant de voir qu'en aromathérapie, il y a un trophisme particulier, il y a une synergie entre nos bonnes bactéries qui connaissent ces plantes-là parce qu'on en mange depuis l'aube des temps, peut-être pas vous, mais dans les lignées ancestrales bien qui en ont mangé et qui vous ont traduit ça au niveau de la sélection de vos bactéries intestinales. Et les pathogènes, on les élimine grâce au cumin. Deuxième huile essentielle qu'on peut mettre également pour les problèmes de fermentation, c'est la cannelle écorce. J'en ai déjà parlé tout à l'heure, donc je vais plus vite. Elle a un large spectre pour les putréfactions, mais également pour les fermentations. Donc, il est logique de la retrouver. Troisième huile essentielle pour les problèmes de fermentation, la menthe poivrée, j'en ai également parlé tout à l'heure. On la retrouve pour ses propriétés antalgiques, anti-inflammatoires, mais également qui permet de nettoyer les intestins. Fermentation, putréfaction, elle agit dans les 2 cas. Et la dernière, dont on n'a pas parlé, qui va être spécifique aux problèmes de fermentation, c'est l'huile essentielle bien connue des patients qui fréquentent les fauteuils de dentistes ou des dentistes qui nous écoutent, c'est le giroflier. Le giroflier contient, à l'instar de l'origan, beaucoup de phénol. Donc, il a les mêmes contre-indications que l'origan, sauf qu'il est mieux éliminé au niveau hépatique que l'origan. Donc, on peut en donner éventuellement plus jeune que l'origan. L'origan, c'était 7 ans. Là, vous voyez qu'on peut pratiquement démarrer à partir de 3 ans, à petite dose, bien évidemment. On évite complètement la femme enceinte. On n'utilise pas pur comme l'origan parce qu'il est trop caustique, il brûle, maximum 20%. Et il a également, donc, à l'instar de l'origan, donc je l'ai préféré à l'origan pour les fermentations parce que non seulement il est anti-infectieux, large spectre, ce n'est pas tout à fait les mêmes cibles au niveau des bactéries, mais il est plus spécifique au niveau des bactéries qui vont créer ces fermentations et donc ces ballonnements. Donc c'est l'huile essentielle clé pour traiter les ballonnements et les fermentations.
voyez qu'il ne fait pas que traiter les problèmes bucco-dentaires, le giroflier qui est extrêmement précieux en tant qu'antalgique pour les problèmes antalgiques et anti-infectieux pour les problèmes bucco-dentaires. On l'utilise pour les caries, pour les parodontoses, enfin caries, il faut traiter bien sûr au niveau local, mais en prévention ou comment dirais-je, en désinfectant bucco-dentaire, mais il est également extrêmement précieux au niveau de la digestion basse, au niveau de l'intestin. Voilà, on va regarder ce que ça donne dans l'ensemble de ces formules. Eh bien, même chose que pour les putréfactions, une formule familiale où là, le cumin, lui, il n'a pas de toxicité, donc on va le mettre en priorité parce qu'il est vraiment, c'est un super carminatif. Alors, j'aurais pu mettre l'huile essentielle d'anis, que vous connaissez certainement également, qui est réputée pour les mêmes vertus. J'aurais pu mettre la badiane, qui contiennent des anétols et donc qui sont également fermentatifs. Mais il se trouve que la pharmacopée française l'interdit la vente au public, pas pour des raisons de toxicité, mais pour des raisons de possibilité. Donc, c'est les douanes qui interdisent de faire son pastis maison. Donc, pour ces raisons-là, j'ai mis l'huile essentielle qu'on peut trouver, qui est en vente libre, qui est le cumin. Cannelle écorce, une goutte, menthe poivrée, une goutte, giroflier. Comme pour tout à l'heure, si c'est vraiment léger, on est plutôt dans du préventif. Si pas, on prend cette dose-là, on la dilue dans de l'huile végétale, une cuillère à café, on prend moitié du mélange matin, moitié soir. Dans le cas un peu plus sévère sur des durées courtes, j'ai oublié de le préciser tout à l'heure, c'est-à-dire sur une semaine environ en attaque, on peut faire cuire un matin et soir. Et c'est une question qui revient souvent. Quelle durée pour ce traitement? Je ne l'ai pas parlé maintenant. En aromathérapie, on n'est pas au long cours, on est sur un traitement d'attaque. Moi, le protocole que je propose, c'est de faire 3 semaines en faisant une pause par semaine, une journée, pour ne pas surcharger le foie. On fait ça sur 3 semaines. En 3 semaines, on doit avoir nettoyé l'intestin. Si ce n'est pas suffisant, on fait une pause d'un mois ou de 2-3 semaines et on refait un deuxième round. Mais normalement, et si ça ne suffit pas, là, il faut vraiment consulter. C'est qu'il y a d'autres problèmes. Il faut un avis médical ou d'un aromathérapeute dûment formé pour comprendre ce qui se passe. Voilà ce que je souhaitais partager avec vous au niveau des premières causes intestinales, excès de putréfaction, excès de fermentation. Quand on fait ces protocoles, je ne vous l'ai pas dit, mais c'est en filigrane, on assainit également le microbiote intestinal. Donc, on a une action de lutte contre la dysbiose. On a également un renforcement de la barrière intestinale. Ça n'empêche pas, et c'est peut-être même pertinent, c'est ce que je fais en tous les cas, si besoin, d'aller réensemencer la flore intestinale. Mais c'est important aussi d'avoir une alimentation riche en fibres, en aliments lacto-fermentés, comme la choucroute, qu'on réintroduit tout doucement, comme le pollen frais, très riche en bonnes bactéries. Donc, tous ces aliments, on peut les introduire doucement ensuite pour ensemencer ou éventuellement mettre des probiotiques où là, on est sur des concentrations beaucoup plus importantes de quelques milliards de germes. Mais là, c'est pareil, ça pourrait faire l'objet d'un webinaire tellement c'est complexe. Il y a tellement de choix au niveau des probiotiques que voilà, je ne vais pas développer ce soir en tous les cas. Voilà, après, on peut peut-être regarder la diapo d'après. Qu'est-ce que vous dit la diapo d'après? Eh bien, vous dit que l'aromathérapie est extrêmement précieuse. On a vu un des aspects prioritaires au niveau de l'intestin, mais sachez, et c'est aussi un petit peu l'enjeu des formations d'approfondissement en ligne que je propose. Vous aurez tout à l'heure, si ce n'est pas déjà le cas, la possibilité de voir ce que je propose à la fois pour les particuliers, qui s'appelle aromathérapie familiale, ou pour ceux qui veulent aller un peu plus loin avec des connaissances un peu plus scientifiques pour les professionnels de santé, une formation scientifique de base. Et dans la formation scientifique, on a tout un tas de modules qui se sont ajoutés. Donc, Bibouda vous fait un super package avec des super conditions financières. Donc, ça vaut vraiment le coup parce que ces formations, vous pouvez les regarder, les re-regarder, les regarder en famille, autant de fois que vous voulez. Vous avez tous les supports, je précise, parce que c'est des questions qu'on me pose souvent. Tous les diaporamas, pas celui-ci, puisque ça fait partie d'un webinaire, mais de cours que je projette pendant la formation enregistrée. Vous les retrouvez en téléchargement. Vous avez tous les supports de cours, toutes les formules. Donc, c'est quelque chose qui est extrêmement complet. Et dans ces formations d'approfondissement familial et scientifique, justement, j'explique aussi, on va un petit peu plus loin pour lutter contre les diarrhées, mais la première formule serait déjà intéressante avec la cannelle et l'origan. Comment prévenir les risques de Tourista? C'est quelques exemples pour montrer qu'on a vraiment beaucoup de matière, ne serait-ce qu'au niveau du sujet qui nous renforçait, qui nous intéressait, c'est-à-dire l'intestin. Je suis en train de lire, voilà, les coliques spasmodiques, la constipation. Et pour renforcer l'immunité générale, il faut commencer par s'occuper de son intestin. Voilà ce que je voulais dire par rapport à ça. Eh bien, on arrive justement, j'ai pris un petit peu plus de temps que prévu. Pardonnez-moi d'être un peu bavard, mais je vous laisse la parole. En tous les cas, je vous laisse le chat. Je vais mettre les lunettes pour voir les questions. Donc, juste pour information, vous êtes presque 800, 900 en ligne, donc bravo.
en direct. C'est vraiment super. Ça veut dire que le sujet vous intéresse. Donc moi, je reçois mon salaire quand je vois que ce sont des sujets qui passionnent. Ça veut dire que c'est utile de faire passer ces informations. On va regarder ensemble, si tu veux, Emmanuel, les questions. Je te laisse peut-être les prendre. J'ai pas question. Hop, hop, voilà, j'y suis. Allez, je te laisse choisir les questions parce qu'il y en a quelques dizaines, peut-être une centaine. Donc, on va essayer de répondre au maximum. On se donne maximum une demi-heure pour pas non plus vous épuiser et pas non plus épuiser le conférencier, mais il est encore en forme, je vous rassure. Alors, il y a une question de Simone, mais je pense que tu as déjà pas mal répondu à la question. C'est pourquoi des éruptations et des ballonnements constants? Alors, si j'ai répondu, on va pas y répondre deux fois. Non, c'est parce que justement, on se retrouve avec une dysbio, c'est-à-dire un déséquilibre de la flore intestinale. Donc, j'ai pas la question. C'est qui nous pose la question? Simone. Donc, Simone, pensez à tout ce qu'on a vu préalablement, si vous êtes toujours en ligne. La mastication. Après, j'ai pas parlé, mais il y a des aliments qui se mélangent pas très bien. Je vais juste faire une toute petite parenthèse. Par exemple, les aliments très concentrés en sucre ou les aliments très acides, quand on les mélange avec des farineux, eh bien, ça peut augmenter les fermentations. Alors, c'est pas vrai pour tout le monde, mais quand on a déjà ce problème, mangez les fruits en dehors des repas. Sauf s'ils sont cuits, sauf s'ils ne fermentent pas comme la banane. Mais je pourrais le préciser, donc là c'est plus l'aromatologue qui parle, c'est plutôt le naturopathe ou le nutritionniste. Évitez d'assimiler, d'abord, les fruits sont digérés très rapidement, vous avez une meilleure biodisponibilité des composés, des vitamines et autres, des antioxydants, mais évitez de manger une poire avec du riz, par exemple, ou du pain, parce que ça augmente les fermentations. Tous les fruits fermentent. La preuve, c'est qu'on peut faire des alcools avec tous les fruits, en grande partie. Et donc, prenez-les quand l'estomac est vide, vous limiterez. Maintenant, si c'est chronique, il faut suivre le protocole que je vous ai proposé, Simone, et derrière, pourquoi pas, après, derrière, renforcer avec quelques probiotiques. J'aimerais amener une nuance que j'ai découvert dans ma pratique. Alors, c'est documenté au niveau médical. J'ai aussi appris ça en cours, mais après, j'avais découvert ça avant dans la pratique. C'est qu'il y a des gens qui ont tellement de fermentation que quand on leur donne des probiotiques, on les aggrave. Ça s'appelle le SIBO, c'est même un terme anglo-saxon qui veut dire, bon, je ne sais plus l'acronyme, en tous les cas, c'est intestinal bactérial, enfin, c'est-à-dire qu'il y a ovaire gros, voilà, c'est ça. Donc, il y a trop de bactéries, et quand on remet même des bonnes bactéries issues des probiotiques, on va aggraver les symptômes. C'est pour ça que, dans la chronologie, je préfère commencer par nettoyer et réensemencer. Donc, Simone, faites ça, puis si ça passe pas, voilà, après, n'hésitez pas à prendre un avis d'un micronutritionniste, d'un naturopathe, pour pouvoir traiter votre problème. Alors, Alma, comment resserrer les parois de l'intestin pour éviter les flambées d'histamine ou d'auto-empoisonnement? Attends, je t'ai pas bien entendu. Redis-moi ça, pardon. Alors, comment resserrer les parois de l'intestin pour éviter les flambées d'histamine et d'auto-empoisonnement? Renforcer, c'est ça. Il y a de l'écho, je ne sais pas si j'ai de l'écho, si c'est chez toi ou chez moi, mais j'ai de l'écho. C'est comment renforcer la paroi intestinale, c'est ça? Comment resserrer les parois de l'intestin? Renforcer, resserrer, c'est synonyme, donc on parle de la même chose. La première chose à faire, c'est ce qu'on a vu. C'est-à-dire qu'il va falloir déjà, l'origan, je l'ai évoqué, l'origan a un rôle important puisqu'il a à la fois un rôle désinfectant, donc il va assainir. La chronologie, c'est qui pose la question? C'est Alma. Ama, c'est ça? Oui. Donc, Ama, la première chose à faire, nettoyer. Donc, nettoyer vos intestins. On peut très bien, si on a de la fermentation, de la putréfaction, vous embêtez pas. Vous prenez une semaine la formule 1, l'autre semaine la formule 2, vous alternez et vous faites ça dans ce cas-là sur 4 semaines maximum. Et dans ce cas-là, si on fait sur 4 semaines, on fait 2 jours de pause par semaine. Et après, c'est pas l'objet du séminaire, mais je vais quand même répondre très rapidement, puisque ça va faire l'objet d'autres propositions qui seront en ligne bientôt sur l'accompagnement de la santé à travers la nutrition et la micronutrition. On a des micronutriments qui vont nous aider, entre autres la glutamine, on a également le zinc. Donc là, c'est de la micronutrition. On a des compléments nutritionnels qui permettent d'amener un peu de nourriture à l'intestin et de renforcer justement, de resserrer ces time junctions, ces jonctions serrées, d'améliorer l'étanchéité. Donc ça, c'est plutôt de la micronutrition. Mais l'étape préalable, parce que si vous prenez des produits qui sont proposés, conseillés, comme je le fais également par des micronutritionnistes ou des naturopathes, mais que derrière, vous n'avez pas fait le ménage, ça ne marchera pas, ça ne tiendra pas dans le temps. Donc, on nettoie. On a déjà un rôle de renforcement. 2 fois sur 3, ça peut suffire. Mais ce que vous disiez, c'est vrai pour les problèmes d'allergie, donc passage histamine, c'est vrai également pour les problèmes d'intolérance, c'est vrai également pour les maladies dysimmunitaires, où le premier acte, c'est déjà renforcer et assainir. Et derrière, j'ai répondu à la question, donc
L-glutamine, et sur des dosages physiologiques. On est sur 1-2 grammes par jour, et zinc et d'autres complexes vitaminiques qui sont générales, mis dans les mêmes compléments nutritionnels pour cette visée. Alors, Dominique, oui. Vas-y, pardon. Constipation depuis des années. La seule chose qui marche, c'est le sulfate de magnésium. Je mange des fruits le matin et beaucoup de légumes tous les jours. Je bois, si je peux, 2 grands verres d'eau. Comment puis-je en sortir? Alors, j'ai pas entendu, je ne sais pas, peut-être si tu peux mettre un casque pour, j'ai de l'écho, je ne t'entends pas très bien, je suis désolé Manuel, mais j'entends pas très bien. J'ai entendu sulfate de magnésium, ou alors, allez, où la question, je vais la lire. Non, vas-y, redis-moi. Dominique, 20h38. Alors, est-ce que, à 20h38, Dominique, alors comme ça, je vais la lire en direct, je suis à 20h39, 20h30. 20h38, c'est ça, t'as dit? Oui. D'accord. Donc, si on parle de problème de constipation, c'est ça? Oui, c'est Dominique. Elle a une constipation depuis des années. La seule chose qui marche, c'est le sulfate de magnésium. Alors là, c'est un autre problème, Dominique. Oui, j'ai la question, merci. Donc, c'est pas trop le sujet ce soir, mais je vais quand même vous donner quelques pistes, parce que vous êtes peut-être pas la seule, Dominique, à avoir des problèmes de cet ordre-là. Donc, les constipations, comment je les traite au niveau fonctionnel? Et j'ai des exemples de personnes qui étaient constipées depuis plusieurs décennies. Alors, c'est pas miraculeux, ça marche pas du premier coup, il faut faire étape par étape. La première chose pour les problèmes de constipation, c'est l'hydratation. Si vous ne buvez pas la bonne quantité au bon moment et la bonne qualité d'eau, eh bien, à ce moment-là, le côlon a une des fonctions aussi, c'est de réabsorber l'eau, parce que dans l'eau, il y a également les sels minéraux qui ont issus de la dégradation et de la digestion, et lui, il a besoin de les réabsorber. Et donc, s'il n'y a pas assez d'eau, ça ne transite pas. Donc, quelle quantité d'eau? Au moins 1,5 litre. À quel moment? En dehors des repas, quand l'estomac est vide. Il est vide quand? Au réveil. Il est vide 3 heures après un repas. Donc, vous casez 6-7 grands verres d'eau dans ces moments-là. Si vous avez soif à table, vous pouvez le rajouter, mais ça, c'est la base. On prend une eau peu minéralisée, peu chargée pour justement qu'il ait un rôle important à ce niveau-là pour l'hydratation, le nettoyage du corps, mais également pour le côlon. Première chose. Deuxième chose, il faut savoir que la constipation peut être due également à une carence en fibres. Donc, vérifiez si vous avez un apport suffisant de fibres, mais là, je ne peux pas répondre, je ne fais pas une consultation, donc je donne quelques clés génériques, mais après, ça, je fais ça en consultation. Hein. Bon, je ne le dis pas trop fort, mais exceptionnellement, quand vous n'arrivez pas à trouver de thérapeute dans votre région, cherchez en priorité chez vous, c'est vraiment l'idéal d'avoir un contact physique. Dans certains cas compliqués, difficiles, ça m'arrive de prendre quelques personnes en consultation à distance par Skype. Donc, là, il faut faire un bilan nutritionnel et voir les fibres que vous amenez. Est-ce que vous mangez suffisamment de légumes, suffisamment de fruits? Pensez aussi aux céréales à condition qu'elles soient pas raffinées, complètes, semi-complètes. Pensez aux légumineuses qui sont très riches en fibres, mais également aux algues, également aux élagineux. Donc, s'il y a assez d'eau, s'il y a assez de fibres, pas trop non plus parce qu'on irrite l'intestin. Ensuite, il faut penser à quoi? Au système hépatobiliaire. La bile sert aussi à lubrifier le tractus intestinal. Donc, il faut peut-être regarder ce côté-là. Est-ce que vous digérez bien le gras ou pas? Ça nous indiquera si votre vésicule fonctionne bien. Et enfin, il faut s'occuper de la motricité intestinale. Et là, c'est plus compliqué. On a quelques huiles essentielles qui sont indiquées dans mes cours en aroma familial et en aroma professionnel, scientifique, sur justement des huiles essentielles qui agissent au niveau du système nerveux entérique. Voilà ce que je peux répondre, mais je ne peux pas aller plus loin, vous comprendrez. Alors, Bernard. Évitons peut-être, Emmanuel, voilà. Moi, je ne peux pas faire de la consultation déontologiquement, puis ce n'est pas l'objet. Et s'il y a des cas trop personnels, voilà. Bon, là, j'ai répondu parce que la constipation, ça concerne Dominique, mais je sais que statistiquement, vous êtes nombreuses et nombreux à être concernés. Oui, puis tu avais parlé de la constipation justement à la fin du webinaire. Tout à fait. Alors, ouais. Bernard, que dire de l'utilisation des smoothies par rapport à la mastication? Tu as parlé de la mastication tout à l'heure. Pardon, t'en es où là? Tu es à 20h quoi? Que dire de l'utilisation des smoothies par rapport à la mastication? Vous pouvez en prendre, mais il ne faut pas perdre le réflexe de mastication. Alors ça, c'est bien pour les personnes qui sont édentées, qui n'ont pas suffisamment de dents en bouche, mais autrement, n'oubliez pas de mastiquer, autrement vous allez perdre le réflexe de mastication, et donc c'est vraiment important. Je fais une petite parenthèse, j'espère que Louise, si elle est toujours en ligne, est contente, elle doit me revoir en grand, mais c'est normal, c'est un problème, on ne peut pas faire autrement, on ne peut pas mettre la diapo et moi de la même taille, donc quand on met un diaporama, je fais le choix de mettre un diaporama pour que vous ayez un support visuel pour pouvoir mieux suivre le déroulé, parce qu'il y a des passages, vous l'avez peut-être observé, qui sont un petit peu techniques, pour ceux qui ne sont pas issus de profession médicale, c'est pas toujours évident de suivre, donc je préfère un support, c'est un petit peu plus visuel, donc quand il y a le support, je fais forcément en petit, donc j'espère que vous êtes rassurés, vous me voyez en grand. Alors, Véronique, les enfants qui n'ont pas été allaités sont-ils moins bien immunisés et de ce fait plus exposés aux allergies et problèmes ORL? Moins bien quoi? Immunisés.
Oui. Ah oui, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut quand même travailler. Bien sûr que c'est un point important. En fait, le premier ensemencement de la flore intestinale, donc on parle du grêle, a lieu au moment de l'accouchement pour les enfants qui naissent par voie basse. Donc, c'est l'idéal. Maintenant, en général, on ne choisit pas. Ne choisissez pas, mesdames. Donc, si un problème de siège, de position, l'obstétricien ou la sage-femme vont décider de déclencher ou de faire une naissance par césarienne. À ce moment-là, il n'y a pas cet ensemencement dans la flore vaginale. Mais maintenant, les gynécos et les sages-femmes le savent. Donc, ce qu'ils font, ils récupèrent une partie de la flore vaginale maternelle et ils la mettent en contact avec la bouche d'enfant. C'est ce qu'il faut faire en tous les cas dans ce cas. Maintenant, l'allaitement est le deuxième ensemencement au niveau des bactéries. Et à ce moment-là, il y a un deuxième ensemencement. Donc ça, c'est l'idéal. Et c'est vrai que ça donne des fondations idéales pour une immunité, pour éviter avoir une immunité forte et également pour éviter les dysimmunités, c'est-à-dire les allergies, les intolérances et autres, limiter ces risques. Si ça n'a pas été le fait, ben voilà, on peut que constater, et moi j'ai des enfants qui arrivent, ils ont des rhumes ORL, ils n'ont pas été allaités, je ne vais pas dire, ah, vous n'avez pas été allaité, c'est à cause de ça. Non, ce qu'on va faire, ben, on va renforcer, on va travailler encore plus tel qu'on l'a vu. Alors juste entre parenthèses, pour les jeunes enfants, on ne peut pas utiliser certaines huiles essentielles, par contre, elles existent sous forme de, comment dirais-je, d'hydrolat aromatique. Donc là, on va l'utiliser, mais c'est sur un module spécifique qui est l'accompagnement des enfants en aromathérapie, qui est concerné, mais on peut utiliser des hydrolats de menthe poivrée, on peut utiliser des hydrolats d'origan, donc ça peut être un moyen aussi, puis on utilise la phytothérapie en pédiatrie. Donc il y a des solutions, les probiotiques, dans ce cas-là, bah, l'enfant sera obligé d'en prendre certainement plus souvent, de façon plus importante, qui est concerné. Donc il y a des solutions, mais la réponse est oui, bien sûr, on est un petit peu pénalisé au niveau immunitaire. Alors, c'est Isabelle. N'est-il pas inutile, voire dangereux de prendre tout traitement sans avoir vérifié au préalable que l'intestin n'est pas poreux? Et si c'est le cas, existe-t-il un test pour le savoir? Alors, ça dépend de quel traitement on parle, Isabelle. Est-ce qu'elle parle de traitement médicamenteux ou en aromathérapie? Si c'est en aromathérapie, c'est pas dangereux puisque ça va servir justement avec certains compléments nutritionnels à renforcer cette barrière. Est-ce qu'il existe des examens? Oui, mais ils sont pratiquement jamais pratiqués parce qu'il faut faire une biopsie de l'intestin, donc c'est-à-dire prendre un petit bout d'intestin, donc c'est très invasif, donc on évite de le faire. Donc il nous reste la clinique qui nous permet de voir au niveau clinique et de déceler un syndrome, leaky gut syndrome en anglais, syndrome de l'intestin poreux. Donc en posant les bonnes questions, en tous les cas, quand on fait un bilan de santé, un bilan fonctionnel, nutritionnel, on a des fortes orientations, et quand on a des allergies chroniques, quand on a des maladies dysimmunitaires chroniques, quand on a ce genre de choses, il y a fort à parier. Et voilà, ça ne joue pas sur la lenteur digestive, mais plutôt sur les problèmes d'assimilation et des problèmes immunitaires. C'est ce qui vont plutôt nous faire penser à des problèmes d'intestin poreux plus que des problèmes de lenteur digestive. Parce que la lenteur digestive, je crois qu'il y a un, j'ai toujours, ouais, voilà. Isabelle nous dit j'ai une digestion très lente. La digestion très lente, ça peut être dû, voilà, il faut faire un bilan complet, et ça peut être dû peut-être à des problèmes de vésicule biliaire qui émulsionne mal, donc ça ralentit la digestion. Ça peut être dû à des carences enzymatiques au niveau d'autres sucs digestifs, les amylases pancréatiques et autres et autres. Hein. Donc là, la digestion lente est multifactorielle, mais on pense déjà en priorité à vérifier l'état de l'AVB, et l'intestin, c'est rarement lui qui va ralentir la digestion, enfin, pas en première intention en tous les cas. Alors Agnès, je n'ai pas supporté l'huile essentielle d'origan sous forme de comprimé donnée par ma naturopathe pour se débarrasser de la candidose. Quelle huile essentielle pour la remplacer? Bah déjà, Agnès, ce qu'il faut faire, c'est demander à votre naturopathe qui vous conseille plutôt des capsules huileuses que des cachets. Moi, j'utilisais les cachets avant l'invention des capsules huileuses, mais quand vous prenez une capsule huileuse, donc la marque, j'ai donné Oleocaps numéro 1, hein. Après, il en existe d'autres, je parle de celle-là parce que c'est celle que je connais, que j'utilise. Après, vous prenez l'équivalent, j'ai pas d'intérêt ni d'action dans quelques laboratoires que ce soit, je le précise. Donc, quand on prend une capsule d'origan, il y a 500 mg d'huile végétale pour 75 mg d'origan, donc déjà c'est dilué, et ça pose moins de problèmes. Idéalement, c'est de le prendre au milieu du bol alimentaire pour éviter que ça diffuse. Voilà. Après, si ça ne marche pas, bah, il faut essayer peut-être le clou de girofle, qui est assez proche, qui est un petit peu moins caustique. Mais là, je ne peux pas répondre, c'est du cas individuel. Il faut voir qu'est-ce qu'on traite et sur quoi on agit. Donc, je réponds de façon générale à Isabelle. Non, ce n'était pas Isabelle, c'était Agnès, pardon. Noémie, le fait de désinfecter l'intestin n'entraîne-t-il pas de dysbiose? Alors, Noémie, si vous avez bien suivi l'exposé, peut-être vous l'avez pris en cours de route, c'est juste l'inverse que je propose. C'est-à-dire que quand on a un problème de déséquilibre de la flore intestinale, à ce moment-là, la première chose à faire,
c'est justement d'assainir l'environnement. Et je le reprécise, mais peut-être que vous n'étiez pas à ce moment-là, Noémie, ce que j'ai précisé, c'est que les huiles essentielles, contrairement aux antibiotiques, ne détruisent pas la flore symbiotique, c'est-à-dire la bonne flore intestinale. Il y a une communication de vivant à vivant. Les molécules issues des huiles essentielles revêtent certaines toxicités. On l'a vu, hein, hépatotoxicité ou neurotoxicité quand on est trop jeune ou à des doses trop importantes. Donc ça, c'est incontestable. C'est pour ça que je vous invite vraiment, j'enfonce un petit peu le clou, mais pour moi, c'est mon engagement avec vous. Si vous voulez utiliser régulièrement l'aromathérapie, suivez un module sérieux, en tous les cas, qui vous donne les bons dosages et les bonnes quantités pour pas travailler à l'aveuglette. Les bouquins, c'est bien, mais les bouquins répondent pas aux questions et les bouquins sont généraux. Donc là, dans les cours qu'on a prévus avec Bigoudin, on a essayé de faire vraiment de l'individualisation. Les éléments ont été vérifiés, revérifiés. Vous avez aussi la possibilité de poser des questions et je reçois régulièrement, pas tous les jours, mais pratiquement tous les jours, des questions des gens qui ont pris les formations en ligne et qui veulent des précisions. Hein, donc j'y réponds, même si des fois je ne fais pas le jour même. Dans tous les cas, je réponds à l'ensemble des personnes qui posent des questions. Si vous êtes concerné et que je n'ai pas répondu, envoyez des questions, il y a peut-être eu un bug, hein, mais je fais un honneur d'y répondre. Donc, c'est l'inverse qui va se passer, c'est-à-dire que vous allez détruire les bactéries pathogènes responsables de fermentation, d'excès de fermentation, responsables de putréfaction, d'excès de putréfaction. C'est ces bactéries-là qui vont créer des problèmes qu'on appelle dysbiose, et c'est ces mêmes bactéries, ces excès-là, qui petit à petit vont créer un état inflammatoire, un état de guerre, et qui va être à l'origine des problèmes de perméabilité au niveau de la paroi intestinale. C'est cet état-là qui fait que des pathogènes vont pouvoir passer. Donc c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'on utilise l'aroma pour assainir, renforcer, et après, on a un environnement correct, tant au niveau de la paroi, qu'on peut compléter, je le redis, avec des compléments nutritionnels pour la paroi intestinale, si besoin, mais également au niveau du microbiote, qu'on peut également ressemencer si on veut, s'il y a besoin. Alors, donc, j'espère que c'est plus clair pour vous. Noémie, maintenant. Alors, Gilles, peut-on faire en même temps le traitement anti-putréfaction et le traitement anti-fermentation? Oui, c'est ce que j'ai répondu à la question tout à l'heure en disant qu'on peut avoir les deux. Et dans ce cas-là, on peut très bien alterner une semaine l'un, une semaine l'autre. On va faire le traitement sur 4 semaines et on fait 5 jours par semaine. Donc, j'avais répondu à la question tout à l'heure. Alors, il y a beaucoup de questions justement très personnelles. Pourquoi une inflammation chronique de l'intestin se transforme quelquefois en pathologie auto-immune? Donc ça, c'est assez général. Ben, j'ai répondu, hein. Je vais peut-être repréciser, c'est-à-dire qu'on laisse passer des antigènes. À force de passer des antigènes ou des aliments mal dégradés, le système immunitaire au début réagit, crée de l'inflammation, il lutte, et au bout d'un certain temps, ben, c'est un peu comme nos CRS, nos policiers, nos gendarmes, quand il y a eu beaucoup de manifestations, à un moment donné, ils sont épuisés, et à un moment donné, ils font ce qu'il ne faudrait pas faire, c'est-à-dire qu'ils vont avoir des actes disproportionnés ou inadaptés. C'est de façon métaphorique à peu près ce qui se passe au niveau du système immunitaire, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand il est trop sollicité, et la première raison pour laquelle il est trop sollicité, je rappelle, je renfonce le clou, c'est quand les barrières sont perméables. Donc, première ligne de l'immunité, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ils réagissent mal et à un moment donné, ils se retournent même contre des cellules qui sont normalement saines et c'est ce qu'on appelle les maladies auto-immunes. Hein. Ce n'est pas le système immunitaire qui est fou. Lui, il fait son job, sauf qu'à un moment donné, il est surmené et il est parasité. Il y a des problèmes de signalisation de communication ou de surmenage et c'est là où il peut se retourner. Voilà le lien entre l'intestin et maladies auto-immunes. J'invente rien. Le professeur Signalet, qui a été décrié à l'époque, il y a une trentaine d'années, quand il a fait, donc il est immunologue, émérite, a fait des découvertes fulgurantes. J'aurais pu commencer mon introduction comme ça, mais ça va être presque la conclusion. On va prendre encore une ou deux questions, si tu veux, Emmanuel. Eh bien, le professeur Signalet avait montré justement que le levier commun entre toutes les maladies auto-immunes et dysimmunitaires, incluant également le cancer, dans certains cas, enfin, qui peut être considéré par pas mal d'aspects dans une maladie dysimmunitaire, eh bien, à ce moment-là, il y avait un levier commun, c'était l'intestin. Et donc, il a mis au point un régime qui porte son nom, qui a un régime d'exclusion assez strict, mais qui a un fondement. Je ne conseille pas systématiquement parce qu'il est un peu difficile en observance, mais j'ai conservé une partie de cette cohérence, c'est-à-dire de supprimer au maximum les aliments dénaturés, ça c'est la première des choses à faire. Ultra transformés, c'est indispensable, pour tout ce qui est industriel et qui contient des xénobiotiques, donc des molécules chimiques, mais également des molécules qui sont transformées par l'industrie agroalimentaire et qui ne correspondent plus à nos capacités digestives, c'est-à-dire l'excès de gluten, l'excès de lactose. Voilà. Et on revient sur un régime un peu ancestral, c'est-à-dire que des produits
non transformés, des fruits, des légumes secs, des légumineuses. On évite les céréales, un peu de protéines, un peu de produits animaux et qualitatifs, bien évidemment. Et à ce moment-là, on va améliorer aussi cette condition-là. Donc, on retrouve cette cohérence, c'est-à-dire que tout commence par l'intestin. Il y a une question de Odule. J'ai lu que pour atteindre l'intestin et agir, il fallait mettre les huiles essentielles dans une capsule pour passer l'acide de l'estomac qui dégraderait les huiles essentielles. Oui, alors c'est vrai et c'est faux parce que toutes les huiles essentielles ne sont pas attaquées par l'acide chlorhydrique. Dans certains cas, pour des pathologies spécifiques, mais pas pour le sujet qui nous intéresse, ce que j'explique en cours et en tous les cas sur la formation en aroma qui est en ligne, je le reprécise, les huiles essentielles qui traitent le système digestif, pour ce faire, doivent être ingérées majoritairement parce qu'en les digérant, certes, il y a des transformations, mais un médicament, c'est pareil, hein. Dans ce cas, il faudrait aussi faire la même chose pour un médicament. Il y a une première dégradation au niveau, non pas de l'acide chlorhydrique, mais au niveau hépatique. Donc, dans certains cas, c'est très spécifique sur des maladies très particulières qui ne sont pas dans le cadre de notre webinaire ce soir, comme la rectocolite hémorragique ou la maladie de Crohn. Donc, ces maladies très spécifiques qui nécessitent un avis médical et qui doivent être pris en charge individuellement et dans le cadre de consultation. On peut utiliser des huiles essentielles qui sont enveloppées ou protégées, c'est-à-dire qui ont des capsules entéro-résistantes pour que les principes actifs soient libérés purement dans l'intestin. Mais il existe aussi une autre méthode dans ce cas-là, il faut que vous le sachiez, qui consiste à utiliser l'absorption non pas par le haut mais par le bas, ça s'appelle les suppositoires. Alors ça ne touche pas la graine mais ça touche le côlon. On peut utiliser sur des problèmes de maladie du côlon aussi les suppositoires et ça évite une transformation par les voies digestives. Donc, il y a de la littérature erronée aussi qui circule autour de ce côté-là, à savoir que non, on ne va pas tout protéger les huiles essentielles, ça coûte très cher hein, et ce n'est pas strictement nécessaire dans grand nombre de cas. Alors, Sandrine demande s'il y a des horaires pour prendre les huiles essentielles. Non, il n'y a pas d'horaire particulier. Il y a des choses qui sont spécifiques aux huiles essentielles, c'est-à-dire qu'on évite, c'est les quantités, la fréquence. Donc ça, c'est ça qui est important. Ça, c'est le premier cours de base que j'évoque, c'est-à-dire quelle quantité, par quelle voie d'absorption, quelle durée. Mais pour faire une synthèse par rapport à ça, les durées sont toujours de l'ordre de quelques semaines, jamais de quelques mois. Il y a des exceptions pour confirmer la règle, mais je ne vais pas en parler maintenant. On ne fait pas ça au long cours. Mais au niveau chrononutrition, c'est pas comme la nutri, c'est pas comme où on va utiliser des horaires spécifiques. Alors, Marianne a deux questions. Faut-il éviter certains aliments pendant, entre guillemets, la cure d'aromathérapie? Donc, les formules que tu as données. Oui, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, mais c'est pas que pendant le travail de nettoyage ou de putréfaction. Il faut éviter les aliments ultra transformés, il faut éviter les aliments ultra raffinés. C'est une très bonne question aussi. C'est qui? C'est Thérèse, non, qui pose la question? Marianne, pardon, très bonne question auquel je n'avais pas pensé de vous dire, mais il faut éviter les sucres, tout ce qui est sucre ajouté, sucre raffiné, qui sont aussi à l'origine de fermentation. Donc, quand on fait un travail de nettoyage, c'est vrai qu'on va éviter de rajouter les aliments ultra transformés tels que je l'évoquais, mais ça me permet de rajouter également, d'éviter les sucres ajoutés. Donc, les seuls sucres que le corps tolère et qui sont utilisables, c'est les sucres fabriqués par la nature, c'est-à-dire les fruits, accessoirement en petite quantité le miel, et après tout ce qui est sucre ajouté et autres, c'est pas forcément une bonne idée. Allez, une petite dernière, puisqu'on arrête à 22 h. Toujours Marianne, comment peut-on constater que l'intestin est bien nettoyé? La clinique, Marianne, il suffit de regarder, vous n'avez plus de ballonnement, vous n'avez plus de gaz, vous allez à la selle tous les jours. Comment allez-vous à la selle? C'est la question qu'il faut se poser bien, au moins une fois par jour. Vous avez des selles moulées, des beaux cigares, vous n'avez pas des crottes de lapin ni des bouches de vache, pour faire métaphorique, c'est-à-dire des selles qui sont synonymes d'inflammation ou éventuellement de transit trop ralenti. Plus de maux de ventre, plus de douleur. La clinique est le meilleur outil pour nous dire que votre intestin fonctionne bien. Donc, on va rester là-dessus puisque c'est une bonne conclusion. Donc, ce que je vous souhaite, c'est d'aller bien à la selle, c'est d'avoir traité votre intestin. Et si vous voulez aller plus loin, écoutez, il y a les formations en ligne qui sont là, qui vous attendent, qui demandent que vous pour vous rejoindre et avec des tarifs préférentiels. Mais je pense que l'indication a dû être faite par nos amis de Bibouda. Voilà. Merci Alain pour tes explications toujours très, très, très claires. Et tes exemples, justement, que les personnes vont pouvoir utiliser tout de suite. Merci à vous tous d'avoir été très nombreux et très attentifs encore à cette heure tardive.
Alors, à très bientôt et merci encore, Alain. Et bonne soirée à tous. Merci d'être si nombreux parce que je vois que vous êtes encore plus de 940, donc plus de 600 lignes. Hein, donc merci pour votre audition. J'aurais pu rajouter, mais on peut aussi faire des diètes, des monodiètes, du jeûne, des lavements. Il y a plein d'autres choses à faire, mais bon, ça nous a fait déjà l'objet de certains webinaires. Et en tous les cas, il y a plein d'autres sujets qui vous attendent. Donc j'aurai toujours grand plaisir à vous retrouver, en gros une fois par mois, pour vous parler de ces sujets de la santé préventive, autocurative, naturelle. Mon objectif est de vous rendre le plus autonome possible. Prenez soin de vous, votre santé est précieuse. Merci pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Bonne soirée. Merci.